Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire le Restons Connecté, l'épisode actu, l'épisode hebdomadaire, le Restons Connecté numéro 80, parce que j'ai pas dit le numéro, 80 pourtant, c'est un chiffre rond, je peux pas le rater celui-là. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler de l'UFC à Londres, on va parler des salaires de la boxe, on va parler de Ned Diaz, on va parler de pas mal de choses comme ça, d'Ngannou, voilà, il y a plein de choses qu'on va balayer. Pas 1000 sujets, mais des sujets intéressants. Donc voilà, on va commencer assez rapidement, mais d'abord, Import Fight, le lien en description, un site de vente d'événements et de matériel de sport de combat, boxe, MMA, grappling. Donc ils vendent du matériel qui n'est vendu en France que sur Import Fight, que sinon vous retrouverez soit dans le reste de l'Europe ou dans le reste du monde, mais en tout cas si en France vous voulez du corner, si vous voulez du hit and move, si vous voulez du primo sur du matériel de boxe taille, du matériel de MMA, du matériel qui sponsorise des combattants comme Pereira, comme Belal Mohamed, comme j'ai perdu son nom, Anthony Pettis, exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site. Un code promo pour avoir 10% sur l'ensemble du site avec Tatami10. Donc voilà, le lien sera en description. Si vous voulez du style en vous démarquant des autres, c'est sur Import Fight que ça se passe. On va commencer par l'actualité chaude, celle de l'UFC Londres. L'UFC Fight Night numéro 254 qui a lieu à Londres ce samedi 22 mars à nos horaires. Et ça c'est cool de pas se coucher, de pas faire une nuit blanche en fait tout simplement. Donc voilà, on est gâté et on n'est pas gâté que par les horaires, mais aussi par la carte qui, je sais pas ce que t'en penses, mais plutôt intéressante. Ne serait-ce que la main card, moi j'aime beaucoup. Avec une ouverture de carte. Alors, je lis déjà les combats, et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Mais Nathaniel Wood contre Morgan Charrière, donc déjà un Français sur la carte. Il devait y en avoir deux à la base. Hein. Il devait y avoir aussi Omar Sy qui devait combattre à la base. Donc, finalement, on n'a plus que Morgan Charrière. On a Jordan Vucenic qui va combattre contre Chris Duncan. On a Molly McCann, ça c'est les habitués des UFC en Angleterre, contre Alexia Tainara. On a Gunnar Nelson contre Kevin Holland et ça j'achète, comme dirait l'autre. On a Jan Blachowicz contre Carlos Hulberg. Ça, c'est un combat que j'aime beaucoup aussi pour savoir un peu où se positionnent les deux. Et Leon Edwards contre Sean Brady. Donc, Sean Brady qui remplace au pied levé Jack Della Maddalena, qui remplace au pied levé Shafkat pour la ceinture. Donc ouais, c'est un affrontement qui me plaît bien. Mais voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, on verra, on va en parler après. On va commencer par un des combats qui nous intéresse le plus, hein, pour le coup, c'est le combat de Morgan Charrière, parce que moi j'aime bien hein, cette opposition contre Nathaniel Wood. Un Nathaniel Wood qui a 20 victoires, 8 KO, 5 soumissions et 7 décisions et 6 défaites, 2 KO, 2 soumissions, 2 décisions. Il a des gros noms à son actif. Il a des Charles Jourdain, il a des André Fili. Tu vois, il est. J'ai plus de son. T'as plus de son. Ah, c'est bon. Ok. C'est revenu. C'est venu. Donc, je disais tu t'es arrêté à où alors? Qu'il avait des bons adversaires, qu'il avait des bons noms sur sa carte, sur sa fiche. Et c'est Exactement. Charles Jourdain et André Fili. Et ils ont la même allonge, les deux. C'est ça qui est intéressant aussi. Même si je crois que Morgan Charrière est un peu plus grand. J'ai plus la taille des deux, mais en tout cas, voilà. 175,3 cm. Deux combattants complets, deux gros kickers. Wood avec des bons low kicks. On l'a vu faire du mal à ses adversaires avec des bons low kicks. Ouais, j'aime bien. Et puis c'est un bon grappleur aussi, Nathaniel Wood. 2-0 au Polaris. J'aime bien cette idée, quoi. J'aime bien ce combat. Ouais, et surtout, deux anciens champions du Cage Warrior. Mm-hmm. Alors, pas dans la même KT, je crois que c'était la KT d'en dessous pour Wood. D'ailleurs, ça se voit quand même sur le physique. Hein. Il est bien plus fin, Nathaniel Wood. En tout cas, sur ce combat, on peut être quasi sûr qu'il y aura un avantage physique pour Morgan, qui est très physique pour sa KT. Il affiche toujours un gros physique. Donc, petit avantage côté physique. Tu vois, on parlait de la même allonge, etc. Oui, mais niveau physique, il y a quand même une sacrée différence. Oui, je suis d'accord. Surtout quand tu vois que depuis qu'il est à l'UFC, j'ai l'impression qu'il est encore plus physique qu'avant, Ouais. Morgan.
Donc c'est vraiment une grosse part de sa préparation, c'est la prépa physique. On sent quand il frappe, qu'il frappe fort, qu'il frappe dur, et qu'effectivement c'est ça qui fait qu'il est capable de finaliser pas mal de ses adversaires. Tu vois, et chaque kick ça fait mal. Mais de l'expérience, hein, de l'expérience de la part de Nathaniel Wood, enfin des deux côtés, j'ai envie de te dire, parce qu'ils ont sensiblement le même nombre de combats. Mais à l'UFC, par contre, plus grosse expérience pour Wood. Et surtout, moi, je vois un gros avantage pour lui, c'est que il y a sept décisions sur ses 7 derniers combats pour Bah, Wood que des depuis décisions, 2020. hein. Que des Que décisions. des décisions. Bah, Oui, c'est depuis ça, son sur ses KO. 7 derniers combats. Et il l'avait dit, hein. Il l'a dit suite à son KO contre Dodson. Mhm. Il a dit qu'il faisait bien plus attention et qu'il gérait beaucoup plus ses combats. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'il est capable d'aller chercher ses décisions. Et puis, c'est des décisions qui sont nettes, Unanime. tu vois. Et elles sont unanimes. Donc, Et c'est ouais. un gros point de différence avec Morgan qui, très souvent, quand ça va à la décision, c'est partagé. C'est des majority decision ou des Ouais. split decision, effectivement. Lui, sur ses 9 défaites, enfin, comment dire, je dis que c'est pas son point fort, en fait, avec 9 défaites et 5 victoires, mais à chaque fois, c'est des décisions partagées, donc ça veut dire que ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Donc, malheureusement, si ça va à la décision, je pense qu'il y a quand même un petit plus, tu vois, vis-à-vis d'un Nathaniel Wood qui a prouvé là depuis 2020, hein, donc depuis 5 ans, qui sait aller chercher des décisions. Ouais, ouais, d'autant plus qu'il sera à domicile et c'est quand même des choses à prendre en compte. Tu vois, dans une décision, ça reste toujours un petit truc à prendre en compte qui peut faire basculer une balance d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Même si bon, Morgan, on l'a dit, hein, c'est un ancien champion aussi du Cage Warrior, donc qui a aussi gravité et qui a combattu en Angleterre et qui sait aussi, enfin, qui a son public là-bas, qui aura du public français qui va le suivre, parce qu'il a une grosse communauté. Donc bon, je pense qu'il y aura autant de bruit pour lui dans la salle que pour Nathaniel Wood. Tu vois, ça fait pas partie de ces combattants où la salle sera conquise et acquise justement pour Wood. Ouais, il y aura quand même un net avantage du côté de Wood. Maintenant, c'est une sensation qu'il connaît déjà. Tu vois, Hmm. ça va pas du tout impacter sa performance, ça, c'est une certitude. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ouais, je pense que c'est une bonne ouverture de carte principale. C'est très intéressant, tu vois, de lancer le combat avec ces deux-là. Ouais, je pense que ça va être un beau Sur- fight. bah, c'est simple, Je sais pas Morgan, si. sur toutes ses performances UFC, c'est bonus. Oui. Donc automatiquement, ça me surprend pas qu'il soit sur la main card. Et je pense qu'il va aller en chercher un nouveau. De toute façon, il va chercher le finish. De toute façon, je crois il a conscience hein, que la décision, c'est pas son truc, donc je pense qu'il va aller chercher le finish. Maintenant, effectivement, le côté complet, tu vois, de Nathaniel Wood, que ça soit en boxe, même si des fois il prend des frappes quand même, les deux sont très ouverts, mais les deux sont ouverts, de toute façon, les deux prennent des frappes. Le côté lutte et sol alors, oui, Morgan est une ceinture noire de lutte à livrer, oui, il se débrouille très bien au sol, non, c'est pas un finisseur. Tu vois, il fait pas de finish. Il a 3 soumissions, je crois, de mémoire en carrière. Je crois que tu as un étranglement arrière et 2 clés de talon. Et c'était il y a longtemps. Donc c'est pas quelqu'un qui cherche la soumission. On l'a vu là sur ses derniers combats. Quand ça va au sol, il sait gérer. Il n'y a pas de problème. Néanmoins, c'est pas là où il est le plus fort. Tu vois, à mon sens, hein, je l'avais déjà dit, c'est pas là Ouais, où non, il est je le suis plus d'accord. fort. Je le Tu vois, il fait considère des plus comme un erreurs. striker, hein. Plus comme un C'est ça. striker et surtout sur ses dernières sorties, hein. Je sais pas, tu sens que depuis son arrivée à l'UFC, j'ai l'impression qu'il appuie plus sur les frappes. Il y a plus une recherche de finish, tu vois. Mais même avant, finalement, même avant, un peu avant, ses derniers combats au Cage Warrior, c'était un peu pareil, tu vois. Tu sentais qu'il cherchait plus d'impact. Il a changé son jeu à Morgan. Mhm. Il a changé. Et je trouve que le Morgan actuel, là, bon, alors j'ai pas vu les cotes, mais je le mets favori quand même contre Wood. Légèrement, parce que ça reste un match très très serré, mais je le mets favori. Ouais, bah, aussi parce qu'il est sur une pente ascendante, tu vois, là il est en pleine confiance, donc déjà ça joue énormément aussi. Là où un Nathaniel Wood, il dit en fait peu importe qui on me met en face, moi ce que je veux c'est le chèque qu'il y a derrière, enfin tu vois, tu sens qu'ils sont pas Ils sont pas au sur une même même stade. logique de carrière, tu Ouais, vois. exactement. Exactement. Ouais. Mais Maintenant, j'ai bon, pas fait d'analyse très profonde. Je sais pas si tu as regardé un peu plus.
Mais je le ferai de mon côté avant le fight. Bon, on n'en parlera pas en podcast, mais ouais, comme ça, à première vue de ce que j'ai vu, je mets quand même Morgan léger favori. Bah, en fait, moi, ça dépend. Si je vois Morgan qui arrive à prendre le lead physique, je suis d'accord. Il sera favori. Par contre, si c'est un combat qui s'équilibre, moi, je vois un Nathaniel Wood qui saura aller chercher en fait ce qu'il faut pour aller prendre la décision. En fait, c'est vraiment le point négatif de Morgan, ça a toujours été ses décisions un peu justes. Donc, et en plus, justement, il a une grosse débauche d'énergie dès le début du fight. Tu vois, là, pour l'instant, bah, tu vois que quand il arrive en fin de combat, fin de troisième round, tu vois, il commence à fatiguer un petit peu. Donc, tu peux avoir un Wood qui prend le lead au fur et à mesure du temps si ça tarde dans le combat, tu vois, pour aller chercher une décision. Surtout que très complet, tu vois, bonne lutte, bon sol, tu vois. En fait, le truc, c'est il peut mixer, il peut varier son jeu. Il peut varier son jeu. Après, tu vois, quand tu parles de fatigue sur le dernier round, finalement, ça va qu'à la décision contre Marescal. Et c'était une guerre où n'importe qui Ah finirait oui, épuisé, tu vois. on est d'accord. Deux autres On est combats, il y d'accord. avait une gestion parfaite où justement il sélectionne bien ses coups, il appuie quand il faut appuyer. Mm. Donc, et le style de Wood, c'est pas un mec qui envoie un débit de fou. Tu vois. Mariscal, il t'amène la guerre, il t'emmène le chaos. Donc, tu es obligé de répondre par ça finalement. Donc, c'est un peu logique d'être fatigué. Contre Wood, je pense pas qu'il y aura de problème à ce niveau-là. Niveau cardio, je Oui, me je fais suis pas pas de sûr non soucis. plus. Je suis pas sûr non plus qu'il fatigue. Mais en tout cas, voilà, si ça s'attarde et si ça va à la décision, je sais pas. En fait, c'est dans mon pourcentage. Si je dois choisir quelqu'un qui va aller chercher le finish, je le mettrai du côté de Morgan. Si je dois choisir quelqu'un qui prendrait une décision, je le mettrai du côté de Wood, tu vois. Je me mouille pas trop en disant ça, Ouais, ouais. mais c'est comme ça que je le vois, quoi. Ouais, mais même une décision, je pense qu'il peut parce que ça y est, il en a pris conscience. Alors, ça a mis du temps, mais même son coin, tu vois, ils en ont tous conscience que les décisions, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il durcit son jeu, puisque maintenant, c'est les dégâts qui priment, logiquement. Donc, Mhm. tu sens qu'il cherche vraiment à faire du dégât. Donc, moi, je serais pas étonné qu'ils prennent les 3 rounds avec des gros impacts, tu vois. Parce que finir Wood, quand même, ça reste une performance. Hein. C'est pas n'importe Mhm. qui finit Wood. Alors, il a Mais la Wood, il peut capacité de le faire, Morgan. Lui non plus, c'est pas n'importe qui. Mais rares sont ceux qui l'ont fini. Ouais, mais tu vois, il peut aller chercher quand même des choses, des combats accrochés, tu vois. Je pense avec André Fili, tu vois, il a été chercher, même s'il a été touché, il a été chercher la décision. Il a été touché dur, et pourtant il a été chercher la décision. Parce que Tu vois. qui le termine, en tout cas par TKO, il y a Dodson. Dodson, c'était Ouais, un monstre. Et Alan Philpott, que je connais pas, c'était Obama. Ça remonte à 2016. c'est ça. C'est un arrêt du médecin. Le TKO, c'est un arrêt du médecin. Donc c'est sûrement dû à une coupure, un truc comme Excuse-moi, ça. justifié par la Sécu ou pas? Parce que en ce moment, les arrêts du médecin, tu vois, c'est pas ouf. Hein. Il faut Ouais, faire attention. ouais, en Parce que- effet. Ouais, faut faire gaffe. Donc, ouais, le finish, ça reste compliqué parce que je le vois pas le soumettre. Ça, je suis quasi sûr que je le vois pas le soumettre. Et il reste le finish par TKO ou décision. Ouais, parce que Morgan, c'est plus quelqu'un au sol, qui va chercher à te contrôler. Enfin, tu vois, c'est de la position plus que de la finalisation. Tu Ouais, vois. ouais, Alors que. même si je sais plus sur quel combat, je crois que c'était un de ses derniers combats au Cage Warrior, il avait montré un grand endpoint, il était fatal. C'était contre un Brésilien, il me semble. Oh là là, Hmm. tu sens quand même ouais, franchement, son grand endpoint, s'il le met en place, il frappe fort. Très, très physique. Oui, mais ça va avec ce côté prise de position. Tu vois. Oui, il va pas rechercher la Position soumission, ça forte, c'est sûr. position forte, grand and pound. Tu vois. Ouais. Mais j'aimerais bien voir ce combat aller au sol. Hein. Parce que effectivement, Nathaniel Wood, c'est quelqu'un qui est bon dans le domaine. Et j'aimerais bien avoir un Morgan aussi dans ce domaine-là, tu vois, parce que j'aime bien, moi, de toute façon, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, mais dans cette UFC, il y a quelques combats comme ça que j'aimerais bien aller voir au sol, pas sur tout le combat, mais tu vois, Certaines pour phases. voir où il en est un petit peu, tu vois. Donc ça m'intéresse.
Ça m'intéresse. D'ailleurs, dans le combat que je voudrais aller voir au sol, c'est le combat qui suit, quoi. C'est le retour de Gunnar Nelson. Ça me plaît toujours, hein, on va pas se mentir. Un expert au sol contre Kevin Holland, qui est qui n'est pas sur une bonne phase, justement, en ce moment. Donc il y a de la place pour ce vétéran Gunnar Nelson, qui lui revient de temps en temps comme ça, mais il est sur 2 victoires sur ces 2 derniers combats. Mais c'était en mars 2023. Donc Hollande, on voit, hein, on l'a vu là contre Raider de Rieder, où il est complètement passé à côté de son fight, justement à cause d'un sol assez offensif. Gunnar Nelson, il peut lui amener cette même problématique très largement. Clairement. Gunnar Nelson, alors déjà, le fait qu'il n'ait pas combattu depuis un moment, ça m'inquiète pas plus que ça parce que c'est un habitué. Tu vois, on est habitué à ne plus le voir pendant une longue période et il revient. Et chaque fois qu'il revient, il est au même niveau. Il n'y a pas de surprise sur ça. Et à la différence des Raiders, il a quand même un style dur à appréhender debout, Gunnar Nelson. Tu vois, avec sa garde très karaté, il est pas mauvais. Il a des bonnes entrées sur ses explosions avec les frappes avec les poings. Et au sol, il y a un monde d'écart. Alors sur ça, j'ai aucun doute. Surtout au vu des dernières perfs d'Hollande où tu as l'impression qu'il lâche quand même très facilement. Il veut pas prendre de risques, Hollande. Je sais pas, je le sens comme ça. Hein. Tu sens qu'il veut pas se faire mal. C'est-à-dire que si le combat, il peut le prendre, il le prend. Mais dès qu'il y aura de la difficulté, ok. Il est plutôt dans l'acceptation. Je le sens comme ça. Je sens pas il est plus du tout dans une... Alors, il a jamais été... en tout cas, ça fait bien longtemps qu'il a compris qu'il n'était pas dans une course au titre. Et ouais, il est sur des combats limite d'exhibition, en fait. Oui, mais parce qu'il a compris que sa place, elle était là, et puis voilà, quoi. Il prend ce qu'il a à prendre, il déroule jusqu'au jour où on lui dira stop, et dans Et ce on va lui cas-là, dire stop il bientôt, arrêtera. en fait, le truc. C'est que avant, il y avait quand même un certain spectacle à voir Hollande. C'était un mec quand même combatif et qui apportait du danger debout. Sur ses dernières sorties, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, puis qui a porté cette folie, dans la cage, d'aller parler avec ses adversaires, d'aller parler avec Khabib qui est à côté de Dana White en lui demandant des conseils pour lutter. Enfin, tu vois, ce genre de choses. C'est des choses qu'il limite ne fait plus, tu vois. Alors, il va toujours trash talker un petit peu, il va toujours parler un peu, tu vois. Il va toujours apporter ce petit grain de folie, mais plus autant qu'avant, tu vois. Là, tu sens que même lui, je crois qu'il a été saoulé par son personnage et que maintenant il fait ses fights pour faire ses fights, Parce quoi. que Hollande, il a quand même c'est quand même un très bon combattant. Hein. Là, je regarde son palmarès, tu vois. C'est quand même un mec qui a perdu à la split contre Madalena. Oui. Donc, il est vraiment capable du meilleur comme du pire, Kevin Holland. C'est ça. Ouais. Comme dit Julien Casier, tu jettes la pièce avec Hollande et elle tombe d'un côté ou de Ouais, l'autre. c'est une vraiment le réalité, genre quoi. de combattant impronosticable, en fait. Parce que tu sais pas ce qu'il va amener dans la cage. Ouais, tu sais pas l'état d'esprit qu'il aura et quelle envie il aura d'aller gagner ce combat, Ouais. effectivement. Donc, mais bon, revoir notre chauve préféré, la Gunnar Nelson, c'est avec sa calvis là, qui va débarquer, calvis moustache. On dirait un keuf, tu sais, américain, tu sais, un shérif, pas un keuf, un shérif américain. Tu lui rajoutes des Ray-Ban Aviator, je te jure, c'est le rôle parfait, tu vois. Non, moi, Mais j'ai, je le kiffe le voir au sol. Vraiment, son ouais. sol, c'est. La manière dont il l'a adapté au MMA, c'est un kiff. Ouais, mais parce que ça fait partie de cette ancienne génération, tu sais, qui n'avait pas peur d'aller au sol. En fait, tu sais, je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai revu des fights à l'ancienne. Je sais plus, je sais plus si c'était des fights complets ou c'était des highlights. Je crois que c'était des highlights. Mais, mais en fait, tu sais quoi? Je vais faire mon vieux réac, hein. Mais le MMA, c'était mieux avant. Le MMA, c'était mieux avant. Avant, tu avais vraiment cette recherche d'opposition, tu avais vraiment des mecs qui osaient, tu sais, aller au sol, qui osaient construire au sol, enfin, tu sais, tu avais vraiment des oppositions de style. Aujourd'hui, tu sens qu'on est tellement dans une recherche d'efficacité réglementaire, je vais dire ça volontairement, tu vois, de coller le plus possible avec le règlement pour aller chercher des victoires qui collent avec le scoring. Tu vois ce que je veux dire? Avec des décisions, ce genre de choses, qu'en fait, on en a perdu ce qui faisait la beauté du MMA. En fait, alors attention, hein, moi j'aime toujours le MMA, c'est une autre façon de faire, c'est une autre façon de voir, c'est une autre beauté. Tu vois,
pur techniquement, tu vois, c'est beaucoup plus abouti techniquement et tout ça sur plein de choses. Tu sens que là, il y a vraiment une professionnalisation, que les gens ils commencent par la discipline, que c'est devenu un sport ou un art martial à part entière, tu vois. Mais avant, tu avais ce truc quand même de, je sais pas, t'avais vraiment, tu sais, tu pouvais t'identifier plus. Aujourd'hui, c'est plus, j'ai l'impression que c'est plus dur de s'identifier à quelqu'un, tu vois, dans le MMA, Ouais, non, mais tu vois, c'est à vrai. son style. C'est vrai. Mais je pense que le changement de règlement a aidé aussi à ce que le sport devienne plus grand public. Hmm, Parce certes, qu'avant, certes. oui, avant, on acceptait le fait qu'un lutteur vienne te coller à la cage pendant tout un round. Ouais, alors attends, moi je te parle d'une époque où il n'y avait pas encore trop cette notion de coller à la cage, tu vois, où vraiment il y avait tu vois, comme quand on avait fait l'UFC 100, qu'on l'avait débrief, il n'y avait pas trop de collage à la cage, hein. C'était vraiment de la recherche du finish, tu vois, où t'attaquais Ouais, dans parce tous que les ça sens dépend et des tout styles ça, des mecs t'avais qui sont des... sur la carte, mais ça existait. Bien sûr que ça existait. Ouais, mais c'était pas, tu vois, je pense qu'il y a eu vraiment, ouais, c'est une digression de ouf qu'on est en train de faire là, mais tu as eu vraiment cette période où chacun voulait imposer son style. Après, tu as eu ce truc où, effectivement, il y a eu cette transition où ça a commencé à plus coller à la cage parce que les gens, ils commençaient à être dans le calcul. Et puis maintenant, en fait, le nouveau règlement a minimisé ça, entre guillemets, parce que la recherche n'est plus le contrôle, mais le dégât. Donc, finalement, ça a un peu changé la donne. Tu vois, c'est plus que l'amener au sol ou le contrôle à la cage. Maintenant, il faut d'abord passer par du dégât pour aller chercher une décision. Mais je pense que cette période contrôle à la cage, je pense que c'était un peu une transition entre les deux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je parle vraiment du MMA avant ça, quoi. Pas vraiment les premiers UFC, hein, mais ouais, vers les UFC 100 et tout ça, où vraiment, tu sais, t'avais des styles à part entière, tu vois. Où tu avais Ouais, quelques profils qui commençaient à devenir le MMA moderne, tu vois, les Georges Saint-Pierre, les John Jones, ce genre de choses. Mais tu avais quand même encore beaucoup de profils signature, on va dire. ouais, Tu ouais, avais ouais. plus de sol, beaucoup plus de Oui, sol. tu avais plus de sol. Tu avais plus de sol. T'avais plus de sol, mais ça va aussi avec le fait que l'époque dont tu parles, ne serait-ce que scorer un takedown, te faisait quasiment gagner le round. Donc il y avait forcément une recherche bien plus effective d'amener au sol. Ouais, mais tu avais Tu des gens voyais qui plus de voulaient sol. travailler sur le dos. Tu vois, il y avait des gens qui acceptaient plus de travailler sur le dos. Tu vois ce que je veux dire? Carlos Condit. Carlos Condit, il Ouais, ouais, était c'est en vrai. rubber, tu vois ce que je veux dire, et puis ça ne faisait pas perdre ses combats. Tu vois, je sais pas, c'était une autre époque. Et je pense que tu vois, les anciens comme ça, comme Gunnar Nelson, qui viennent de cette époque-là, tu vois, bah, ils ont construit un sol efficace et qui est agréable à voir, tu sais, dans un combat. Parce que c'était ça Ouais, le démarrage de la digression. Mais je pense que c'est pour ça qu'on kiffe le voir, toi et moi, combattre. ouais, c'est vrai. Donc bon, on verra ça. Ensuite, on va enchaîner avec Hulberg. Hulberg contre Blakovic. Donc, alors, c'est vraiment deux trajectoires différentes aussi, pareil pour ces deux combattants-là, parce que tu as un Hulberg qui a 7 victoires consécutives, qui a de la régularité dans les combats, qui a du chaos, qui a de la soumission, qui a de la décision unanime. Et tu as un Blakovic qui n'a pas combattu depuis juillet 2023, qui est sur 2 défaites, un draw et une victoire sur ses 4 derniers combats. Bon, après, faut nuancer. C'est contre des champions ou des anciens champions. Donc, contre Pereira en KLAF. Teixeira, tu vois, le draw, c'est en KLAF. La décision, enfin, la défaite à la décision, c'est contre Pereira. Contre Teixeira, c'était quoi qu'il avait. Bref, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, c'est contre des anciens ou nouveaux champions. Donc, Blakovic, comment il va revenir après tout ce temps d'absence Bah, contre un surtout qu'il Hulberg? revient visiblement de 2 opérations aux 2 épaules. C'est ça en Ouais. fait qui l'a tenu éloigné longtemps de la cage. Donc des opérations sérieuses apparemment, parce qu'il aurait songé même à arrêter complètement. Ouais. Finalement, il revient. Donc il y a un inconnu à ce niveau-là. Donc c'est aussi dur de se positionner. Maintenant, si on s'en tient au Blakovic qu'on a vu sur ses derniers combats, pour moi, il y a clairement match contre Hulberg. Ah oui. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est là qu'on va savoir, enfin, tu sais où il se positionne. Est-ce qu'il peut retenter un dernier run, même s'il est âgé, hein, je ne sais plus quel âge il a, mais on sait que sa deuxième partie de carrière, ça a été la partie la plus efficace pour lui, la plus significative.
Donc, est-ce qu'il est capable d'aller chercher une dernière chance qui se vendrait parce que justement, il a fait un draw contre un Kalaev, donc potentiellement, tu vois, ça peut lui donner une possibilité d'eux. Il a fait une décision partagée contre Pereira, il a fait un draw contre Kalaev, tu vois, ça veut dire que légitimement, il peut, que ça soit Ankalaev ou Pereira qui récupérait sa ceinture, il peut aller chercher une chance au titre Ouais. s'il gagne contre Hulberg. Ouais. Il a 42 ans. 42 ans. S'il perd contre Hulberg, Hulberg, lui, ils vont le propulser assez rapidement, je pense, Et parce lui, que parce que c'est un profil. Il est beau gosse, il met des KO, voilà, ils vont le propulser assez rapidement. Et Blachowicz, s'il reste, bah, aurait un positionnement plus de gatekeeper qui se mettrait en place, quoi. ouais, il va affronter les mecs qui sont derrière, c'est-à-dire les Rakic, les Khalil Rountree, les noms comme ça, quoi. Ouais. Et il Bah, soit aura les noms plus comme accès. ça, ou les gamins qui montent, quoi. Tu vois, bah, justement, ou Marcy qui serait Oui, capable par exemple. tu vois, de monter et de prendre un Blachowicz. Parce que Rakic, il l'a battu, je crois, déjà, si je me trompe pas. Oui, il y a déjà eu ce fight, exactement. Oui, et il avait gagné. Bah, c'est là d'ailleurs où il se blesse au genou, Rakic. Oui. Donc, il a battu Rakic. Bon, effectivement, il y a Rountree. Effectivement, il y a des combats qu'on n'a pas vus, hein. Je crois pas qu'il ait affronté Jamal Hill encore. Non, il n'y a pas il n'y a pas Prochaska. Il n'y a pas Prochaska. Ouais, il y a des combats à faire. Il y a des combats à faire. Mais si jamais il passe pas Hulberg, j'ai du mal à voir l'UFC lui mettre un Prochaska, tu vois, par Ouais, exemple. c'est Tu pour ça vois. que je te dis. Pour moi, ces noms-là, ils sont trop. C'est Ouais. encore c'est un autre étage. Lui va rétrograder, il affrontera bah, les noms qu'on a cités avant. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça. Tout va jouer dans ce combat-là. Effectivement, pronostiquer ce fight, c'est très très compliqué parce qu'on a trop peu d'informations, hein, on va pas se mentir. Donc oui, s'il est en pleine bourre et c'est le Blachowicz habituel, effectivement, il y a match, sans problème. Mais vraiment sans problème. Maintenant, effectivement, s'il ring rust, si les opérations, si sa préparation ne s'est pas passée comme elle l'aurait dû à cause justement des suites d'une opération où il pourrait plus faire ce qu'il faisait avant, Et l'état parce d'esprit que aussi. l'opération et l'état d'esprit. Ah, je Parce pense qu'il que a la dalle. tu penses? Ah, écoute, je pense qu'il a une revanche à prendre sur la vie. Écoute, je sais pas. Je sais pas. Après des longues absences comme ça, tu es plus ou moins à l'âge de la retraite, donc tu peux pas savoir ce qu'il a en tête. Est-ce qu'il vient finir son contrat? Est-ce qu'il vient vraiment pour se relancer? Ça reste une inconnue pour moi. Alors, c'est une inconnue. Maintenant, à partir du moment où il chassait Pereira en disant que justement pour lui le combat, enfin tu vois, était serré et que ça aurait pu tomber de son côté, de chasser un Ankalaev en disant qu'il y a eu un draw, ce genre de choses. Parce que dans certaines sorties, tu vois, il disait, je comprends pas. Par exemple, pour Pereira, il dit, je comprends pas pourquoi on me laisse pas ma chance de revanche en sachant que le combat, il a été très serré et que ça aurait pu tomber de mon côté, tu vois. Donc bon, je pense qu'il a quand même dans un coin de sa tête, dans un coin de sa tête, l'idée d'aller peut-être essayer de récupérer sa ceinture. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'UFC lui accorderait cette chance en sachant justement qu'il a 42 ans et que s'il la récupère, c'est pour bah, Ouais, voilà, vraiment la potentiellement défendre. partir avec, hein. Ouais. Donc je sais pas si l'UFC sera enclin à lui faire ce cadeau-là. Enfin, tu vois, c'est pas une assez grosse star dans la KT Blachowicz, même si c'est une grosse star, hein. Mais c'est pas un nom suffisamment grand pour pouvoir lui donner ce Dana White privilège, quoi. Et Ouais. je pense que c'est aussi pour ça qu'ils lui mettent un Hulberg dans les pattes, en sachant que potentiellement, quand même, Hulberg avec son, bah, comme je disais, hein, cette victoire d'affilée, des KO, des soumissions, des décisions. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher la victoire, quelle que soit la manière dont ce combat finira. Il est frais, il est en pleine bourre, il est en pleine ascension. C'est quand même un petit bourbier qu'ils lui mettent là pour son retour, quand même, hein. Ah, mais clairement, clairement. Après, bon, il faut renouveler cette KT aussi, hein. On l'a dit, cette KT, c'est Oui, vraiment, pour moi, celle qui est le moins fournie. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, c'est pour ça que de voir des profils comme ça qui montraient, ça serait intéressant. Écoute, c'est Mm. qui tout double, hein, comme d'habitude, hein. On verra si ils sont capables de faire dans cette caté-là. Tu sais, les anciens de cette caté-là sont Qu'ils capables n'arrivent de pas faire à faire en comme lightweight. chez les légers. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment, en fait, c'est un pari. Tu vois, c'est soit on est dans les lightweight et puis allez, un carré, tu vois, un quintet, tu sais, qui vient et qui maintient justement la KT avec des anciens.
soit on arrive à faire monter des profils nouveaux qui vont chambouler un peu tout ça et qui vont renouveler la KT. C'est tout le pari. Chez les lightweights, c'est le quintet qui a gardé le cap. On verra chez les lourds légers. Après, la KT des lourds légers, les profils sont quand même moins forts que chez les lightweights. Ouais, clairement. Donc à voir. À voir. Le main event, Ouais. Edwards contre Brady. Brady qui est sur 2 victoires depuis sa défaite contre Belal. Voilà, il a une Kimura sur Gastelum, il a une décision unanime sur Burns. Tu sais quoi, j'en avais oublié qu'il avait affronté Burns et Gastelum. Tu sais, pour moi, c'est con, mais j'ai fait un blackout depuis la défaite contre Belal. J'ai fait un complet blackout de ces deux combats qu'il a fait après. Après, ça m'est revenu. C'est vrai qu'en voyant le palmarès, ça m'est revenu. Alors, le combat contre Burns, pas plus que ça. Mais le combat contre Gastelum, je me rappelle de la Kimura. Bah, il avait complètement roulé sur Gastelum et il a complètement roulé sur Burns aussi, où il a beaucoup. Alors j'ai revu le combat. Enfin, je l'ai revu vite fait, hein, où en fait, il le lutte énormément. Il le boxe, il lui met la pression, il le lutte énormément. Et il arrive à faire le taf en puissance contre Burns, hein, parce que on l'a dit, hein, c'est aussi 2 victoires en grappling au Fury FC, une à la décision en 2021 contre Craig Jones, une sur guillotine sur un Richie Martinez dit The Boogeyman en 2024. Donc là, il y a très peu de temps. C'est un gros niveau en grappling, parce que pour faire ce qu'il a fait à Richie Martinez, qui est quand même si, et on en avait parlé dans l'actu justement de ce combat-là, donc je vais faire un peu de redite, mais qui, je le répète, est une des stars des galas de grappling, un ceinture noire de Tenth Planet, avec un style très atypique, très souple. C'est un danseur de hip-hop. De toute façon, les frères Martinez, que ce soit Géo ou Richie Martinez, danseur de hip-hop, très souple, gros travail en rubber guard avec des clés type Kimura un peu hybride, justement grâce à la rubber et le fait de revenir avec la jambe devant la tête. Bon, bref, ça vous parle pas, mais il a un style très abouti. Ça a été défendu parce qu'il s'est fait prendre. Et rares sont ceux qui défendent, mais ça a été défendu par Sean Brady, qui derrière a réussi à mettre la pression, passer la garde, aller chercher la guillotine, une guillotine de la monte. Je sais plus si c'était la monte ou de la quarter, tu vois, mais en tout cas, ça veut dire qu'il a réussi à mettre assez de pression à Martinez pour pouvoir le. Quand je dis ça à Martinez, on dirait que c'est le concierge du coin. Ah, monsieur Martinez, monsieur Martinez, je lui ai mis la guillotine à monsieur Martinez. Et donc. On va avoir des problèmes. Oh mon Dieu. Heureusement qu'on fait que 1000 vues, hein, en vrai. Donc, c'est pour ça qu'on progresse pas. Vaut mieux pas. C'est le destin qui nous veut ça. Donc, qui a réussi à mettre la guillotine à monsieur Martinez. Et donc voilà, c'est quand même un sacré niveau. Et c'est vrai que quand je l'ai vu contre Burns, qui est l'élite du jiu-jitsu brésilien de l'UFC, ça fait partie des meilleurs. On l'a vu contre Khamzat Chimaev et tout ça. J'ai l'impression, et j'en suis même presque sûr, alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il a plus mis au sol des difficultés à Burns, justement Brady, que Chimaev en a mis à Burns lors de leur combat. Maintenant, je nuance parce que Chimaev a cherché à rester debout plus que Brady aussi dans le combat. Donc je nuance aussi la chose. Mais ça veut dire qu'il a été chercher une décision. C'était sur un 5 rounds, je crois. Donc, il est capable, si je me trompe pas, attends, je crois que je revois. Ouais, c'est un 5 rounds. Mais c'est sur un 5 rounds. Donc, ça veut dire qu'il peut quand même aller chercher une décision en mettant la pression comme il faut et en mettant beaucoup de lutte et en mettant beaucoup de sol avec du bon contrôle, du bon grand end pound sur un adversaire qui se laisse pas faire. Enfin, tu vois, qui a les armes pour te désarçonner normalement, tu vois. Ouais. Écoute, c'est vrai que ça reste un combat très intéressant. Bon, je suis un peu déçu, j'aurais préféré. Alors, pas pour Edwards, mais pour le spectacle. Pour Edwards, je pense que Brady, c'est mieux que Madalena. Ouais. Pour le spectacle, je pense qu'on y perd. Maintenant, Edwards, ça va dépendre de son état de forme et de comment il revient. Maintenant, il n'y a rien qui me fait penser qu'il y a un déclin d'Edwards. Hein. C'est pas parce qu'il s'est fait battre par Belal que je le vois forcément décliner. Ça reste quand même un profil qui sait normalement appréhender Edwards. Le profil de Brady, logiquement,
Il sait faire avec. Maintenant, il devait savoir faire aussi contre Belal. Tu vois? Oui. Donc, est-ce qu'il a gommé les défauts qui ont fait que? Parce que je pars du principe que je ne remets pas en question le truc des 5 heures du matin, etc. Je ne rentre pas dans ce débat. Ça, c'est son problème. Même si voilà, c'est vrai qu'il n'y a rien de logique là-dedans. Hein. C'est son problème, c'était plus à l'avantage d'un Belal qui vit aux États-Unis et qui c'est ses horaires habituels, tu vois, même On si est tu d'accord. fais ton Maintenant, il a vol et été tout ça. prévenu 3 mois à l'avance et il a dit qu'il avait fait le taf en amont. Donc, ça reste son problème. Oui, mais il n'empêche qu'on a senti quand même chez pas mal de combattants que ça avait, même si tu le prépares, ça avait quand même posé problème parce que en fait, je crois que c'est plus dur. Oh, vite fait, hein. Mais je crois que c'est plus dur de te mettre aux horaires américaines quand tu es sur le sol de ton pays que quand tu es aux États-Unis. Ne serait-ce que par une seule chose qui est physiologique, c'est ton rapport à la nuit et à la journée, tu vois. En fait, c'est juste que tu vois, t'as des capteurs qui font que quand il fait jour, bah, tu as une tendance à rester éveillé. Quand il fait nuit, tu as tendance à vouloir dormir. Et le fait que même si t'es habitué, quand même, ça te décale que le fait que tu vives la nuit et que tu dormes le jour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, vraiment ouais, comme si tu je faisais les vois. 3-8, quoi. Ça te casse quand même. Oui, ça te casse. Mais honnêtement, sa défaite, pour moi, elle n'est pas. Même si ça a pu jouer, on peut pas tout remettre sur ça. Non, moi je pense que c'est plus psychologique. On sait qu'il est fragile psychologiquement, on l'a vu, il a du mal même à maintenir sa concentration sur un combat. Des fois, il On l'a lâche, il est vu, là, il est dans le vague, il regarde le plafond. Et je pense qu'en fait, il fait partie de ces gens-là. Si ça se passe pas comme il veut, même si c'est inconscient, en fait, il va bouder, quoi. Et c'est ça, Limite, en là, c'est fait. limite, il a boudé et ça lui a fait faire aussi une performance moindre, tu vois. C'est un peu ça, Même puisqu'on si, on le voit même sur sa victoire contre Kamaru sur le high kick qu'il met au dernier round, tu vois. Et ben jusque-là, il est éteint, Edwards. ouais. Et c'est vraiment le gros coup de pression de ces hommes de coin qui le rebooste vraiment dans le dernier round. Et il sort ce high kick dont on ne sait où, mais jusque-là, il était spectateur du combat. Voilà, c'est ça. Des fois, il est spectateur de la chose. Ouais, c'est Alors ça, que il regarde le ce qui est très plafond et frustrant avec Edwards, c'est que tu sens que dans tous les domaines du MMA, il a du répondant et il pourrait être à l'offensive, tu vois. Il pourrait mettre la marche avant. Il peut se permettre. Autant il y a des strikers qui craignent le sol et on les comprend parce qu'ils sont pas à l'aise sur le dos, etc. Donc ils boxent sans trop se lâcher. Autant Edwards nous a montré que sur le dos, il savait parfaitement quoi faire. En défense de lutte ou même en attaque de lutte, il est au point. Son striking, c'est un striking d'élite. Donc je comprends pas pourquoi il y a toujours cette gestion, cette non-prise de risque. Et c'est ça qui peut lui causer ces défaites finalement. ouais, non prise de risque, c'est le mot. Et à la fois, ça en devient risqué parce que quand tu vois, par exemple, contre comment il s'appelle, Diaz, le pro-Trump, Covington, Covington, qui a fait des mauvais choix quand il est arrivé au sol. Tu vois, qui l'a empêché, par exemple, de finaliser un combat. Il a fait des mauvais choix. Quand tu vois contre Diaz, où il se prend un knockdown. Bon, après, c'est Diaz qui a fait les mauvais choix. Mais pareil, tu vois, son manque de concentration a fait que derrière, tu vois, il était trop dans la gestion. Et puis au bout d'un moment, en fait, être dans la gestion, tu sais, c'est limite Edwards, tu vois, il est tellement dans la gestion que c'est un peu comme quand tu roules sur l'autoroute. Au début, tu accélères, tu es là, tu es dans le frisson. Et puis au bout de 20 km, tu es là, bah, en fait, c'est comme si tu tu roulais à t'endors. 50. Tu vois, et tu Et tu t'endors. t'endors parce Donc, que c'est tout droit et puis tu changes jamais de rythme et puis tu finis par piquer du nez. Et ben c'est et c'est exactement ça. exactement ça. C'est vrai, eh ben voilà, tout est résumé. Et c'est pour ça qu'il perd sa concentration. Parce qu'il prend la mesure, il est tellement. Des fois, tu le sens tellement facile que, euh, que c'est frustrant. Moi, je trouve ça frustrant. Parce que c'est un Oui. combattant que j'apprécie beaucoup, Edwards, et je pense que malheureusement, il n'a pas la carrière. Et ça va être difficile de faire mieux parce que il est quand même âgé, Edwards. Hein. Il n'aura Je pas sais eu pas la quel âge il a. carrière qui reflète vraiment son niveau. Même s'il a été champion, Ouais. bien sûr, il a été champion, ça reste quelque chose d'extraordinaire dans la carrière d'un combattant de décrocher la ceinture UFC. Ça montre quand même que tu es au-dessus de tout un tas d'autres combattants. Mais je pense il aurait pu faire beaucoup plus. Ouais, mais il y en a qui lui retirent un peu la légitimité du champion aussi, tu vois. Du fait bah, justement, sa prise de ceinture, elle arrive sur un high kick dernière seconde, sur le fait
il perd sa ceinture contre un Belal Mohamed sur qui il devait rouler normalement, enfin sur le papier, il devait lui rouler dessus normalement. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Après, il y a aussi un autre truc, tu vois, sur ce combat-là. Donc, on peut avoir un combat chiant comme on peut avoir un combat un peu plus excitant. On peut avoir un combat chiant si un Edwards décide de jouer de son allonge et de sa taille, de son envergure pour garder à distance un Brady qui va certes mettre la pression, mais le niveau de striking d'Edwards peut lui permettre de vraiment s'assurer un combat facile, tu vois, vraiment à distance. Mais on a aussi un Edwards qui aime bien aller chasser sur les terres des forces de ses adversaires et qui peut essayer de lutter le lutteur et grappler le grappleur. C'est un peu son leitmotiv en général, c'est ce qu'il fait, hein, de montrer qu'il est meilleur dans tous les domaines. Le problème, c'est qu'à ce jeu-là, Non, j'ai là, peur que contre un Brady, ça soit trop dangereux. non, Tu ça vois. passe pas. Non, non, là, c'est beaucoup trop dangereux. Voilà, un autre de ses problèmes, c'est que tu sens que tu peux vraiment titiller son ego, Edward. C'est ça. Et rentrer dans. Après, Brady, c'est pas non plus un mec qui trash talk. Tu vois. Y a pas de volonté de créer du drama. Donc, je suis pas sûr qu'il va forcément chercher à aller dans son domaine. Mais c'est vrai que contre Covington, oui, ça marche. Alors, oui, finalement, quand il réussit, t'applaudis parce que il amène Mmh. Kamaru Usman, ça surprend tout le monde. Il amène Covington, ça surprend tout le monde. Mais ça reste stratégiquement pas forcément adapté. Alors, eux plus parce que c'est pas des finisseurs au sol. C'est pas des mecs qui vont C'est rechercher la ça. soumission. Exactement. Tu te fais contrer, qu'est-ce qui se passe? Ils vont défendre, l'amener. Bon, tu sais gérer après pour te relever, donc il n'y a pas trop de risques. Un Brady, tu l'as dit, bonne guillotine. Si tu mets une guillotine à un top grappler, donc tu peux la mettre quasiment à tout le monde. Ouais, je rentrerai pas en double leg sur Sean Brady. Guillotine, Kimura, enfin, tu Ouais. vois, il a des chemins de soumission qui sont très importants. Qui sont variés. Et il faut pas oublier que contre Covington, à la fin, quand même, il se retrouve sur le dos, contrôlé, à prendre du grand and pound. Ouais. Avec un Covington qui, lui aussi, sur le papier, est beaucoup moins puissant et beaucoup moins balèze que Edwards. Tu vois. Donc, Ouais. surtout que là, effectivement, j'ai vu une photo, il y a un écart de gabarit entre les deux, entre Edwards Brady. et Brady qui est important. Mais en termes de force, je suis pas persuadé que Brady ait quelque chose à envier à Edwards. Ouais, c'est un autre physique. C'est clairement un autre physique. C'est petit, c'est compact. C'est vraiment le profil lutteur-grappleur, tu vois. Donc, c'est en force de préhension, je pense que ça se vaut. Je pense que ça se vaut. Je pense pas qu'il y ait un écart significatif parce que Mmh. Edwards, il nous a montré quand même que sacré physique, hein. Bien sûr, Au bien contact, sûr. même avec Ousmane, etc., ça bouge pas. Donc, je pense pas qu'il y ait un écart significatif. Par contre, au sol, là où un Belal a réussi à lui prendre le dos, par exemple, Brady, je le considère meilleur grappleur que Belal. Moins bon lutteur, mais meilleur grappleur. Ah oui, non, mais c'est tous les jours. Voilà. Mais moins bon lutteur. Oui, oui, moins bon lutteur. Mais attention, hein, pas une lutte dégueulasse quand même, hein. Ah non, 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 pas une lutte dégueulasse. Parce que quand tu vois le combat contre Burns, c'est une bonne lutte. Et puis Gastelum aussi, en termes de lutte, ça se pose là, hein. Gastelum, c'est un Oui, très bon oui, oui, lutteur, oui, hein. bien sûr. Ah, je vois quand même Edwards bien meilleur qu'eux en défense de lutte. Ouais. Ouais, mais il suffit d'une erreur. C'est ça, il Ou suffit. d'un bon chemin, quoi. Ouais, ouais. Tu vois. Donc il faut pas prendre le risque d'aller au sol. Maintenant, pour le côté un peu excitant de la chose, j'aimerais quand même voir des phases de sol entre ces deux combattants, tu vois. Et oui, moi aussi. Moi aussi. Et je pense qu'on va les voir. Parce que quoi qu'il arrive, je pense que Brady il va lui foncer dessus. Bah, Brady, au niveau des stats, il a amené tous ses adversaires au sol, sauf Belal. Tous Mm. les autres, il a réussi à les emmener. Donc je me dis qu'à un moment ou à un autre, parce que, encore, venant du fait que Léon, c'est pas un finisseur, donc potentiellement ça va aller au bout, 5 rounds, je me dis ça va aller au sol. C'est quasi sûr. Et il peut craquer. Belal, Edwards, il peut craquer mentalement. Si jamais il sent qu'il perd comme il l'a fait contre un Kamaru Usman, quoi, qu'il perd le lead du combat, il peut craquer mentalement. Ouais, ouais. C'est un combat qui m'intéresse en tout cas. Ouais, ouais, C'est il est vraiment un très combat qui intéressant. C'est m'intéresse. vrai qu'il est très intéressant. Il peut être chiant, mais il est intéressant. Ouais, bah ouais. Mais il y a même de grandes chances qu'il soit chiant. Moi, pour Ouais. moi, ouais, je pense vraiment qu'on va aller vers un combat chiant, mais un combat très stratégique.
C'est Ouais. qui va imposer son jeu, quoi. Mais on verra, hein, parce que le combat contre Burns, il était pas chiant. En tout cas, si t'aimes le sol, c'est pas chiant. On verra. Bon, sur le papier, normalement, quand même, Edwards devrait s'en sortir. Je pense aussi. Donc, à voir. À voir. On enchaîne et on sort de cette UFC Londres avec John Jones qui met ses conditions pour affronter Aspinall. Donc on savait déjà que Jones souhaitait 30 millions de dollars à peu près pour ce combat. Il l'a redit récemment. Il a dit sortez les 30 millions et dans ce cas-là je signe. Là, Ariel Helwani a dit récemment qu'il avait aussi une autre requête. Il dit on m'a dit que Jones voulait 6 mois pour se préparer à partir du moment où le contrat est fixé. L'horloge tourne. On a l'impression que si l'objectif est cet été, il commence à s'éloigner un peu. Écoute, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, tu me diras ce que t'en penses après, mais c'est un levier de négociation. Ça le rend maître de l'horloge. Tu vois, le fait de parler des 6 mois, ça le rend maître de l'horloge parce que soit l'UFC dit voilà, je veux absolument que ça soit cet été ou aux alentours de cet été, et dans ce cas-là, il faut signer très vite et il faut qu'ils acceptent donc ces conditions financières. Soit il signe et il s'assure le fait que l'UFC ne lui dise pas bon bah voilà, on a signé, mais par contre, il faut que ça soit dans 2 mois. Tu vois. En plus, je pense, étant un habitué de ce lieu, de cette date, mais le Madison Square New Garden, je York. pense que c'est plus Ah ce oui, qui vise ce autre que chose. j'ai noté directement. Eh oui, Jones, il s'en fout de combattre à l'International Fight Week. eh oui. Lui, c'est New York. C'est ce que je vois aussi. Et New York, c'est en général, c'est plus fin d'année, hein. On est sur du C'est octobre-novembre. octobre. Octobre-novembre, il me semble, ouais. Ouais. Donc, ouais, moi, je pense qu'il vise plus cette date-là, hein. Ouais, je suis d'accord aussi. Donc ouais, non, c'est pour ça. Mais je pense qu'en fait, c'est plus un, ouais, comme je dis, un levier de négociation. Tu vois que il s'en fout d'avoir 6 mois parce que je pense que de toute façon, s'il est en négociation pour ce combat-là, qui sait qu'il va le faire, quoi qu'il arrive, je pense qu'il est déjà à moitié en prépa. Enfin, tu vois, il commence Sur, déjà à réfléchir à la chose, tu vois. sur l'International Fight Week, il y a tellement de gros combats qui se mijotent déjà, enfin, dont on discute, qui sont quasiment prêts à être actés. Tu vois, les Shimaev, les Dricus, les Topuria, Makhachev, etc. Que tu as de quoi faire. Whittaker, là, qui propose aussi contre Strickland, on en parlera juste après, tu vois. Ouais, tu vois, déjà ta carte, elle est quasi bouclée, en fait, avec déjà ce qui est déjà quasi signé. Donc, non, non, ça sera pas pour ça sera plus loin. Et comme tu dis, ouais, bah, c'est ce que j'ai noté aussi. Pour moi, c'est vraiment New York qui vise Jones. Ouais. Oui, je pense que l'UFC, en plus, est OK avec ça. Parce que tu sais que je pense que là-dedans, en fait, le seul parti qui n'a pas voix au parti, au Aspinal. chapitre, c'est Aspinal. Aspinal. Aspinal, Donc ouais. je pense qu'ils se sont mis d'accord, qu'ils font du tralala, qu'ils font tu vois, je pense que les 30 millions, ils sont actés. Je pense que les 6 mois, c'est acté, mais je pense qu'ils attendent la sortie pour que ça colle avec cette date, tu vois. Parce que le lieu est acté aussi. Et qu'Aspinal, ils savent très bien, de toute façon, qui dira oui, quoi qu'il arrive. Aspinal, je pense qu'il dit oui demain. Ah oui, bien sûr. Pour 30 balles. Ouais, mais limite, en fait, parce que ce qu'un combat contre Jones va lui apporter, s'il gagne, sur ses autres combats, ça va être énorme. Toi, le fait d'être le seul à avoir battu John Jones, ça va être énorme, sur les répercussions sur la suite de sa carrière. Bah, ça dépend. Dimitri Johnson, il a dit qu'il a déjà perdu John Jones. Hein. Faut pas oublier qu'il s'est fait disqualifier, donc il n'a pas son invincibilité. J'ai adoré quand il a fait cette sortie. Ce qui est vrai sur le papier, mais bon, en soi, Ouais, voilà, c'est une disqualification. C'était une appréciation de l'arbitre. ouais, c'est ça. Donc ouais, non, non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Lui, il prendra quoi qu'il arrive, il prendra. Et puis surtout que là, ça commence. Enfin, lui, il veut surtout avoir le vrai titre aussi, parce que là, ça fait plus de 400 jours qu'il est. J'ai plus le chiffre exact, Ouais, ouais, j'ai vu mais ça. qu'il a la Il a ceinture intérimaire. intérimaire. Donc, Il est champion intérimaire, dont il a défendu en plus la ceinture intérimaire, déjà une fois. mhm. Ah, c'est vrai que ça commence à faire long. Ouais, puis je pense que tu sais aussi le fait de temporiser comme ça avec un John Jones qui lui a l'habitude de pas combattre régulièrement, tu vois. Je pense que c'est aussi un moyen de rentrer aussi dans la tête d'Aspinal, tu sais, de le faire mijoter, de le faire ruminer, de le faire, tu vois. C'est un moyen aussi de rentrer dans sa tête. Ouais, c'est Je suis possible. pas sûr que ça marche, hein. Attention, hein, je suis pas sûr que ça marche. Mais au moins voilà quoi.
toute façon, il n'y a plus le choix. C'est lui ou lui. Puisque même si. Pereira, la question, elle se pose plus. Tu vois, Ankalaev, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il a dit. Enfin, non, c'est plus Ankalaev. Oui, si c'est Ankalaev qui a dit maintenant, t'as plus le choix, tu peux plus te cacher. Pereira montera plus parce que je l'ai battu, donc c'est Aspinal. Ouais. Ouais. Bah écoute, ça se précise, hein. Là où je pensais pas le voir un jour, ça commence à se préciser quand même. Ouais, moi, j'étais confiant. Je savais que ça finirait par arriver. Je savais que ça finirait par arriver. Dana White, il veut ce fight. Il veut ce fight parce que il veut pas qu'il y ait deux champions poids lourds d'affilée, je pense, au fond de lui, hein, qui soient des champions linéaires. Genre, Ngannou, il s'est barré et on saura jamais si quelqu'un aurait pu le battre. Tu vois, en tant que champion, je veux dire. Et John Jones, il partirait de la même manière et on ne sait pas si quelqu'un aurait pu le battre. Bon, ce qui arrivera si Aspinal, s'il gagne contre Aspinal, tu vois, ça arrivera de la même manière. Mais au moins, il n'y aura pas cette incertitude. En Il n'y fait, je aura pas pense que ce doute. l'UFC et Dana White ne veut plus cette incertitude de et si, tu vois. Mm. À Non, l'époque où Ngannou il est parti, il n'y avait pas il y avait pas d'Aspinal, il y avait pas de, John Jones il n'était pas vraiment monté, donc on va dire que c'était moins gênant. Aujourd'hui, il y a un antagoniste, donc ils ont besoin de savoir lequel des deux est le vrai champion. ouais, c'est vrai. C'est toujours une question de crédibilité pour l'organisation, Ouais. de toute façon. Donc c'est pour ça, moi j'étais vraiment confiant que ce combat allait se faire. Ouais, À moi, du voir. côté de Jones, je pensais qu'il allait partir, honnêtement. Je pensais qu'il allait prendre sa retraite. Maintenant, tu sens quand même que c'est. Alors, c'est beau, et d'un côté, c'est ce qui peut lui faire tout perdre, tu vois. Ce côté égo, ce côté de je suis le meilleur. Alors, c'est ce qui fait sa force, parce qu'il a jamais douté dans ses combats, ça se voit. Mais c'est ce qui peut aussi causer sa perte. Ouais, mais sa perte sans être sa perte. Tu vois, moi je vais te dire une chose. Si jamais demain ils font ce combat et qu'ils perdent, ça ne retirera en rien ce que je pense de lui et le statut auquel je l'ai mis. Tu vois, Oui, c'est pas parce que Aspinal l'aurait battu qu'il deviendrait le GOAT instantanément. Ça retirera pas tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Et puis voilà, c'est un combattant qui a 38 ans, qui vient, qui a le courage, encore eu le courage d'aller affronter encore une fois une nouvelle génération. Encore une fois, parce que ça serait trois ou quatre générations qu'il aurait affronté et battu, puisque on peut dire battu vu qu'il avait battu Gann. Donc pour moi, il n'y a rien à lui retirer. S'il perd, il perd. Alors oui, bien sûr qu'il y a tous les MMX du monde, tous les haineux de John Jones qui vont dire je vous avais dit quoi, John Jones c'est de la merde. De toute façon, quand je l'avais vu combattre contre Reyes, on avait vu déjà que c'était de la merde. Tu vois, on sait bien que c'est une grosse merde, tu oui, vois, bah mais non, oui, en fait, non. mais ça, c'est une grande partie du public. Ouais, mais tant pis, Quand c'est même la pas grave. majorité. Maintenant, évidemment que pour les gens qui suivent depuis toujours et des vrais passionnés, ça retire en rien une défaite. Ça, c'est Ah une oui. certitude. Mais bon, tu perds quand même ton aura de. C'est ce côté Ouais. légendaire. Maintenant, respect de prendre ce défi, hein. Et maintenant, s'il gagne, Laura, c'est fini. Je t'ai dit, il est hors d'atteinte de tout ce que tu veux, c'est fini. Il a tué le game Ah, bien sur sûr, 30 ans. bien sûr. Peut-être qu'un jour quelqu'un fera mieux, hein. Mais parce que il y avait ce débat, tu sais, justement avec le RMC Fighter Club où tu avais Alex Herbinet et Baba qui disaient que le MMA étant tellement jeune en soi en fait le vrai GOAT, ça se trouve il est pas encore là et il sera pas là demain, tu vois. Mais qu'un jour on aura un vrai GOAT qui sera l'élite de l'élite de l'élite. Mais moi, j'en suis même pas persuadé. Je pense qu'on l'a Franchement, eu là, je ne et je pense pense pas. que ça va être très très compliqué. Je dirais pas personne, parce qu'on sait pas. Ça se trouve, dans 20 ans, on se dira, bah, tu te souviens de John Jones? Bah, vas-y, c'était rien à côté de lui, tu vois. Mais j'ai quand même du mal à avoir vu l'évolution du MMA, à voir quelqu'un avoir la même carrière et la même aura qu'aura eu Jones, tu vois. Ouais, non, Surtout s'il gagne contre Aspinal. ouais. Non, c'est vrai. Parce qu'il est arrivé à un moment, on l'a dit tout à l'heure, hein, de transition où lui, il était avec Georges Saint-Pierre, les deux, on va dire, Il artistes faisait, martiaux du MMA il faisait moderne. pas le même sport. En fait, quand il est arrivé, Voilà, il faisait déjà pas le même sport que les autres. c'est ça, Il avait 15 ans d'avance. c'est ça. Là, on va arriver dans 20 ans, 30 ans, dans un truc où ça sera encore plus lissé, et donc ça va être de plus en plus dur d'aller chercher, en fait, ces performances-là, tu vois, cette domination-là. Ça va être très compliqué. Ou alors, il faudrait que quelqu'un réinvente complètement le sport. Tu sais, arrive et qu'il ait 15 ans d'avance, mais dans 30 ans.
Enfin, donc ça veut dire 45 ans. Ouais, non, ça fait beaucoup quand même. On verra. On verra, mais pour l'instant, en tout cas, je pense qu'il ne sera pas détrôné demain. La preuve, c'est qu'il y a encore combien de records qui n'ont pas été battus de Jones, tu vois. Ouais. Comme ça. À voir. On verra ça. On enchaîne? T'as encore un truc à Ouais. rajouter sur ce. Non, non, c'est bon. Whittaker qui songe peut-être à monter une nouvelle fois de catégorie, puisque ça serait la deuxième fois, pour monter en lourd léger. Donc il dit je vais décider après le prochain combat. Donc un dernier combat en middleweight minimum. Alors dans le prochain combat, mais en même temps, il ne sait pas s'il va en faire d'autres. Je vais vraiment essayer de tester les limites du ratio muscle-poids et voir où j'en suis. Donc ça, c'est sa déclaration. En attendant, il voudrait Strickland à la Fight Week. On sait qu'il vient des 77, qu'il est monté en 84, et que là, il voudrait monter en moins de 93. J'y crois pas une seule seconde. Enfin, pas qu'il monte, hein, mais qu'il performe, j'y crois pas une seule seconde. Alors, en fait, alors oui, il est monté des 77, mais maintenant, j'en parle plus trop parce que je le considère comme un vrai 84. Tu vois, autant il y a des Je suis mecs, tu d'accord. sens qu'ils ont pas, qu'il y a un déficit de puissance, etc. Lui, tu sens qu'en 84, pour le coup, c'est vraiment sa caté. C'est là où il Je a suis d'accord. performé le plus, c'est là où il se sent le mieux, je pense. Donc, c'est un 84. Maintenant, avec une petite taille quand même, Mhm. C'est pas le plus balèze, loin de là. loin de là, loin de là. Ah, il fait 1m82. Oui, c'est ma taille. 1m82, quand tu vois que Énorme. la caté d'au-dessus, c'est du minimum 1,90, voire 1,95, déjà le différentiel, il serait énorme. Ensuite, il y aurait le différentiel de poids, forcément. Je pense que prendre pas mal de poids pour lui, là, pour le coup, ça serait un. Il perdrait forcément sur son jeu, qui est l'explosion. Forcément, il y aura un déficit à ce niveau-là. J'ai du mal à le voir. Alors, techniquement, il a toute sa place, hein, parce Mhm. qu'on l'a dit, la caté d'au-dessus, c'est une des plus pauvres, tu vois. Ça reste une des plus pauvres techniquement. Mais bon, il y a une réalité, c'est le physique, c'est la puissance. Ça serait compliqué. Ah, j'ai du mal. Écoute, on l'a vu quand Adesanya, il a décidé de monter. Alors oui, il n'avait pas fait une vraie montée, tu vois. Il a dit, j'irai au poids que je suis, je vais pas cutter, je vais coacher, je vais combattre contre Blachowicz, tu vois. On a vu que dans le rapport de force, c'était compliqué. Et je pense que Adesanya, même si ça paraît pas comme ça, mais je pense qu'il est tout aussi physique, même peut-être plus physique qu'un Whittaker. Ouais, je pense que ça se vaut. Je pense que ça se vaut. Il n'y a qu'à voir, ouais, même contre Dricus, tu vois, c'est compliqué. Mais oui, c'est exactement ce que je pensais tout à l'heure. C'est quand tu vois effectivement dans le rapport de force comment ça s'est passé contre Dricus, qui lui a plus de 100 kilos dans la vraie vie. Tu vois, je sais pas à combien il est Whittaker dans la vraie vie, mais je pense pas qu'il soit je pense pas qu'il atteigne les 100 kilos. Je pense qu'il doit être à 88 ou quelque chose comme ça, tu vois. J'en sais rien, je dis une Ouais, non, connerie. je pense Non, qu'il ah non, plus que. Non, je dis n'importe quoi. 80, 93, 94. ouais, Non, non, oui, pardon. il doit Oui, non, non, flirter avec les excuse-moi. Je pensais 95. 93, 94. Voilà, c'est ça, il doit être dans les 95 kilos, mais je pense pas qu'il soit. Oui, quand je dis 88, n'importe quoi. Après, tu sais, dans ma tête, quand je dis 88, je dis, mais non, 84, ça fait 4 kilos, c'est pas énorme. Non, je pensais 94, tu vois, 94, 95. Et je pense pas qu'il dépasse les 100 kilos dans la vraie vie. Et oui, ça serait trop léger. Ça voudrait dire qu'en fait, oui, il cutterait pas et qu'il serait, enfin, tu vois, qu'il serait vraiment au poids. Vas-y, je viens comme je suis. Alors oui, il parle d'augmenter son ratio muscle, mais muscle-poids. Mais il est déjà musculeux en soi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, quand je dis musculeux, ça serait quoi alors? Ça serait un bodybuildé, tu vois. Non, il perdrait de l'endurance, il perdrait de la force. En plus, son jeu en explosivité, tu sais, en mode escrime et tout ça, quand il y a vraiment un déficit de taille, c'est un peu plus Ah, complexe aussi. Un déficit d'allonge, tu vois, ça veut dire que là où il a de la force en étant à distance pour venir casser la distance, bah là, ça serait un peu moins vrai. Il faudrait qu'il casse encore plus la distance, qu'il parte de plus loin, ça serait encore plus énergivore. Ah, non, franchement, autant il y a des gens, je me dis, bon, tu montes. Et encore, j'ai encore du mal. Franchement, des gens de la KT aujourd'hui, actuellement, monter en 93, j'ai du mal. Même Duplessis, j'ai du mal à le voir monter en 93. Donc, Whittaker, non, j'y crois pas une seule seconde. Je dis pas qu'il peut pas gagner un ou deux combats, hein, mais en il fait, sera c'est jamais ça. champion. Voilà, c'est clairement ça. Il y a des mecs dans le top 10, oui, il va les prendre. Oui, il va les prendre, clairement. Maintenant, de là à espérer une. Tu vois, t'imagines Whittaker contre Prochaska? La différence.
Non, c'est trop. Non, on verrait, ce serait trop sale. Il va se faire coucher plein de fois. Enfin, tu vois, il va prendre des KO, il va prendre des Mais KO, le pire, des c'est que gros c'est KO. encore plus frustrant parce que je pense que techniquement, il serait meilleur que ces mecs-là. Hmm. Et tu te rendrais compte qu'il pourrait rien imposer, en fait. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, non, c'est assez compliqué, hein. C'est assez compliqué. Je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai du mal à le voir. Et ça serait dommage parce que franchement, limite, s'il veut changer de KT, qu'il redescende en 77. Moi, honnêtement, hein, quand je vois la carrière de Whittaker, pour moi, il est vraiment à sa place. Il est vraiment à sa place dans sa KT actuelle. Hmm. Il perd contre Dricus, bon, jusqu'à temps qu'il prenne ce jab qu'il met de KO, là. Finalement, il n'est pas ridicule. La deuxième défaite qu'il a contre Ah, il se Adesanya. fait quand même vachement salement toucher au sol sur Ouais, des ouais, oui, 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 c'est sur, vrai. sur C'est son vrai. grand endpoint, sur tu vois, il y a eu, enfin, il se fait C'est vrai, dominer quand même, c'est hein. vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Contre Dricus, c'est vrai que c'est compliqué. Allez, hormis Dricus et le premier finish que lui met Adesanya, sur le deuxième combat, ça reste quand même très serré. Et Shimaev qui lui arrache la moitié de la Et bouche. Shimaev qui lui arrache. Honnêtement, je suis vraiment frustré de ce combat. J'aurais vraiment voulu voir une suite. Parce que Ouais, mais la jusque-là, réalité, c'est quand même qu'il s'est fait arracher la tête, quoi. Enfin, il c'est, tu s'est fait vois. arracher la tête. Il s'est fait arracher la tête. Mais bon, allez, ça reste l'élite de l'élite de l'élite. Hmm. Moi, pour moi, il a sa place, hein. Il a encore des cartes à jouer dans cette KT, Whittaker. Bah là, le combat contre Strickland, moi j'aime bien. Tu vois, ce Strickland, j'aime combat-là, bien. pourquoi pas. Nassourdine, j'aime bien. Sourdine, j'aime bien. Mais le truc, c'est qu'après, c'est de savoir après pourquoi il veut. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi il veut monter en 93. C'est quoi la vraie raison, en fait? Qu'est-ce qui le motive à monter? À part se poser un challenge comme ça. Parce que si c'est pour aller chercher quelqu'un, un champion, tu vois, descendre en 77, pourquoi pas? Aujourd'hui, tu vois, s'il fait un cutting, il a pris du physique et tout ça. S'il fait un cutting dans son rebond, tu vois, il serait plus physique que les autres. Et quand tu vois le roster justement des 77, tu te dis, il y a beaucoup plus de cartes à jouer. Tu vois, quitte à faire des nouveaux affrontements, quitte à essayer d'avoir une nouvelle ceinture, je pense que c'est plus faisable, plus plausible en 77 qu'en 93. Il peut le faire, il pourrait redescendre. Je pense qu'en 84, si c'est le fait de se dire je serai plus jamais champion, je pense que c'est une réalité. Que ça soit Duplessis, que ça soit Shimaev, que ça soit peut-être même Nassourdine. Hein. Nassourdine, écoute, pour l'instant, moi je Je le vois pense, oui. favori contre un Whittaker. Actuellement, oui. Actuellement, je mets Nassourdine favori. C'est ça. Après, moi j'aimerais bien le voir, tu vois, par exemple, un Whittaker contre un Borayo. Pourquoi pas? Tu vois, pour voir aussi ce que ça donnerait. Borayo, pas mal, hein, tu sais, là, je l'ai vu combattre, j'ai fait un update, là, j'avais pas vu le combat encore, mais contre Allen en grappling, au karaté combat. Bah écoute, effectivement, bon grappling, très physique d'ailleurs. Ça remet un peu en perspective le grappling, tu sais, avec Pereira, tu sais, où on voyait finalement, c'est là où tu vois que Pereira, quand même, il n'était pas si ridicule que ça contre un Borayo qui est quand même plutôt bon, finalement. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais c'est vrai qu'il est plutôt bon sur ce combat-là, en tout cas contre un Allen qui est fort au sol. J'ai trouvé ça très intéressant. Il a fait un sacré match. Enfin, il a vraiment dominé le combat. Donc ouais, il y a des combats effectivement que je veux voir. Mais si vraiment l'objectif c'est de potentiellement essayer d'aller chercher une ceinture, potentiellement, parce que quand tu montes c'est pour ça, hein, c'est pas juste pour aller devenir plus gros et se dire j'ai plus besoin de cutter. Je pense qu'il y a un moment c'est que t'as c'est un compétiteur. Je pense qu'il a un objectif. Je pense que vaut mieux pour lui de descendre que de monter. Ouais, moi, honnêtement, je pense que c'est bouché de tous les côtés. Tu vois pas une place en 77 pour lui. Non, Tu vois pas plus de chance contre un Belal, contre un, tu vois. non. Tu Non, vois, tu parce vois que Belal remporter le combat contre Whittaker. ouais. Ah, je suis pas si confiant que ça, par contre, pour le coup. Parce que je pense que toutes les qualités qu'il a en 84, il les perd finalement en 77, où c'est plus explosif, où c'est plus. Bah, de toute façon, on l'a vu, hein, il n'a pas forcément performé en 77, hein. Il a plus performé Ouais, en Belal. 84. Attends, mais d'accord, mais c'était à une époque peut-être où une époque différente des 77. Aujourd'hui, Belal, tu me parles d'explosivité. Excuse-moi, c'est pas le plus explosif de la Pour KT. moi, Belal, il le lutte normal sur 5 rounds. Il le jette en l'air. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Je sais pas, hein. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est à analyser. Mais je pense qu'il a plus de chance dans cette KT, moi.
Non, moi, honnêtement, c'est pour ça que je te dis, j'ai du mal à le voir bouger. Moi, je le vois très bien installé en 84. Et pour moi, c'est vraiment pas le profil de mec qui peut bouger de KT, comme certains ont cette capacité à pouvoir le faire. Lui, je le vois pas aller ailleurs. Attends, Whittaker. Whittaker, Nassourdine, on ne le voit pas. Dricus, on ne le voit pas. Strickland, on verra. Shimaev, on ne le voit pas. Adesanya, il peut refaire un énième combat, mais l'intérêt de revoir un combat contre Adesanya, voilà. Caio Borraio, je pense que physiquement, c'est quelque chose, et je pense qu'il va apporter. Ah, Caio Borraio, là, je vais commencer vraiment à aimer un peu le profil. Bon, et puis après bon, t'as Jared Cannonier, t'as Anthony Hernandez. Tu vois, lui aussi, c'est un sacré bourbier, hein, Anthony Hernandez. Franchement, il l'a montré, donc c'est quand même, tu vois, en tout cas dans le top 10. Après, c'est Vettori, tu vois. Dolidze, Vettori, bon ça, je compte plus, je compte pas. Bon, c'est pas, ça me, tu Ah vois, non, je pense on a que vu ce que ça a donné, leurs affrontements en plus. voilà, il y a pas vraiment de place là pour Whittaker. Je dis pas qu'il peut pas s'en sortir, hein, mais c'est quand même très compliqué. Ouais, après j'ai envie de te dire 77, Edwards. Edwards, ça, pourquoi pas, ça m'intéresse. Shavkat Rakhmonov, ça m'intéresse, tu vois, pourquoi pas, hein. Ousmane, Madalena, Brady, Buckley, Yann Gary. Écoute, en tout cas, je préfère limite ces match-ups, tu vois. Ah ouais? Moi, Parce écoute, que là, on a déjà des certitudes sur Dricus, on a des certitudes sur Shimaev, on n'a pas une certitude sur Nassourdine, certes, mais bon, pourquoi pas? Là, faut voir. En fait, comme il a dit, il faut voir le prochain combat. S'il roule sur Strickland, je dis OK. S'il perd à la décision contre mais Strickland, je me dis, ouais, non, c'est mort. est-ce qu'il est acté le combat contre Strickland? C'est officiel? Non, 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 c'est ce qu'il veut. Il aimerait Ah, l'International Fight Week. ok. Mais bon, ça se tient comme, Ouais, comme, ouais. comme affrontement. Ouais, c'est un bon match. Même en termes de classement, c'est un bon match. Ouais. Écoute, on verra. On Bon, verra, de toute mais façon, il la faut question, elle attendre se la pose suite. pas parce il parle pas de descendre. Lui, il veut monter. Non, Et, on est d'accord. Non, mais je te dis, voilà, si jamais il doit changer de KT, qu'est-ce que tu préfères, en fait? Tu vois? Si jamais il alors, acte le fait qu'il change de KT. C'est à toi que je pose la question, c'est pas bah, l'UFC, c'est pas Whittaker. honnêtement. Alors oui, en termes d'opposition, de combat qui vend du rêve, je préfère qu'il descende. Maintenant, si tu me demandes où je le vois performer, je le vois performer ni en bas ni en haut. Non, mais ne fais pas la Suisse. C'est pas la question que je t'ai posée. J'ai compris ton point de vue. Je sais que tu préfères en 84 et tout ça qui reste en 84 et que c'est là que tu préfères. Là, vraiment, je te posais la question. Bon, non, tu as répondu, hein. Mais en tout cas, la question que je te posais, c'était vraiment si tu préférais, si tu le voyais plus monter ou plus descendre. Après, oui, d'accord, il est dans sa KT, il est assis dans sa KT. Je suis d'accord avec toi là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais si on projette une réflexion de changement de KT, c'était de savoir stratégiquement là où, et même d'un point de vue spectacle, là où c'était le plus intéressant D'un de le point de vue voir. spectacle, oui. D'un point de vue financier aussi, parce que les plus gros combats, ils seront en dessous. Mhm. C'est vrai qu'il n'y a pas de star en haut, hein. Honnêtement, mis à part Pereira, il n'y a pas de star en haut au-dessus. Ah oui. Et d'ailleurs, T'imagines Dricus, il le dit. Whittaker-Pereira, la différence Oh non, il le physique. tue. Ouais, il le tue. Et d'ailleurs, Dricus, justement, il le dit, hein, il est très déçu, parce que lui, il voulait monter pour affronter Pereira, et il dit que la décision, le fait qu'Ankalaev il ait gagné, il dit merci d'avoir gâché le plus gros salaire de ma vie. Pour lui, en fait, Pereira, il a perdu son aura, et que même financièrement, tu vois, en fait, Pas sauf plus bien grand sûr intérêt. s'il regagne sa ceinture, mais que même là, c'est plus intéressant, il n'y a plus d'intérêt de monter, quoi. Pour ça, même Dricus, ils disent il n'y a pas d'intérêt. Donc, tu vois, alors que Dricus a plus d'arguments physiques pour monter par rapport à un Whittaker. Ouais, ouais. Je vois pas l'idée, en fait. Je vois pas la réflexion. Tu sais, là, vraiment, on parle de fight IQ dans un combat, mais il y a du fight IQ dans une gestion de Mais, carrière. mais Et là, d'autant plus Whittaker, que je suis désolé, mais je pense que l'opération, ça a gommé son fight IQ, là. Whittaker, il est quand même connu pour ça, tu vois, pour être quand même quelqu'un de plutôt intelligent dans ses décisions. Maintenant, ça reste une supposition, hein. Il dit un ou plusieurs combats, Hmm. peut-être qu'il va finir sa carrière ici et puis fin de l'histoire. On le verra jamais monter. Et j'espère. Ah, j'espère aussi. J'espère aussi. Parce que là, ouais, non, je vois pas du tout l'intérêt, quoi. Pas du tout. Bref, on verra. Donnez-nous votre avis.
voilà, vous aussi, ne faites pas la Suisse. Dites-nous si jamais vous devez changer de KT, dans quel KT vous préférez. Faut se mouiller des fois. Faut mouiller le t-shirt militaire, là, s'il te plaît. Hein, c'est comme ça. Faut faire une belle auréole blanche sur la casquette, s'il te plaît. Donc, faut transpirer un peu. On enchaîne avec, je sais même pas si j'ai envie d'en parler, mais bon, on va en parler quand même. Ned Diaz qui veut revenir, mais pour le titre. Pour le titre. Il dit: mon héritage n'est pas encore terminé, je pense être sous-estimé. J'ai laissé plus d'impact que beaucoup de combattants. Ça, je suis d'accord avec lui. Par contre, Conor l'a fait d'une certaine manière, mon frère l'a fait d'une autre manière, j'ai envie de préciser. Il ne l'a pas dit, mais il est revenu, mais je suis pas sûr qu'il aurait dû. Hein. Mais les gens oublient rapidement. Cela peut disparaître parce que vous n'obtenez pas assez de crédit. Alors autant continuer pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'intention de me battre pour toujours. Tout le monde s'ennuie en ce moment. Je veux revenir et obtenir un titre UFC. Je ne veux pas me battre pour rien. C'est uniquement une question de buzz. Celui qui se démarque et qui propose quelque chose. En ce moment, il n'y a personne comme ça à l'UFC. Et il termine en disant: il n'y a personne, c'est pourquoi je ne suis pas là en ce moment. Personne ne fait le buzz. Il n'y a personne à combattre. Tout le monde est fou. Tout le monde, que ce soit dans la boxe ou dans le MMA. Ouais, je sais pas, tu sais, c'est quand le fou voit que les autres sont fous, on se demande qui est le fou. Alors, je suis d'accord avec lui sur certains points, je suis pas d'accord avec lui sur d'autres. Quand il dit qu'effectivement, il y a un manque de buzz et il y a un manque de star power en ce moment à l'UFC, c'est une réalité. Les champions, tu sais, voilà, tous les analystes le concèdent. Hein. C'est pas non plus un truc de fou en ce moment, les champions UFC en termes de spectacle en soi. Mais à la fois, c'est l'UFC qui le veut bien aussi. C'est l'UFC qui a mis les conditions pour que ça arrive comme ça, en voulant que l'UFC soit la seule star de l'organisation et que les mecs comme Diaz, comme Conor ou comme d'autres qui avaient une place pour devenir des célébrités à l'époque n'ont plus de place aujourd'hui, en fait, tout simplement. Ouais, après, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre star et spectacle, tu vois. Oui, il y a moins de stars. Le spectacle, pour moi, quand je regarde une carte, si c'est une bonne carte, ça reste une bonne carte, tu vois, même s'il n'y a pas de star dessus, finalement. Quand tu apprécies le sport en lui-même, pour ce qu'il est, j'ai pas besoin d'avoir des... Alors oui, ça va t'inciter plus à regarder, forcément. Et tu me mets un gros combat, et je regarde toute la main card, et je passe un bon moment, moi, ça me va. Hein. J'ai pas besoin d'avoir 10 000 stars à l'UFC. Je suis d'accord, je pense que lui, ce qu'il parle, c'est aussi le côté financier, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des gros vendeurs de pay-per-view, ce genre de choses. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus, à part Pereira, mais qu'il vient de perdre, il n'y a pas de gros vendeurs de pay-per-view. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que ça vient aussi avec le fait que, comme on en avait parlé, hein, peut-être la consommation du public a changé, parce que j'ai l'impression que ça baisse depuis un petit moment, les pay-per-view. Ouais, mais un John Jones, il fait toujours ses 700, 800, 900 000 de pay-per-view, tu vois. Ouais, mais ça reste quand même faible, relativement faible comparé à ce qu'il y avait avant. Ah, par rapport à ce qu'il y avait avant, non, par rapport à Conor. Parce qu'en vrai, de vrai, c'était les gros chiffres, hein, 800, 900. Actuellement, on est sur quoi? 600 000? 500 000 sur un gros event? Ouais, mais encore. Après, ils sortent pas toujours les chiffres, mais effectivement, c'est pas énorme. Hein. Écoute, moi, Ned Diaz, c'est pas un combattant que j'apprécie plus que ça, déjà. Je trouve que, déjà, son spectacle, je le trouve ridicule. S'il parle de spectacle post-fight, ça avant le combat, c'est pas quelque chose qui me parle. J'aime pas sa manière de promouvoir les combats, de toute façon, donc ça m'impacte pas. Dans la cage, je le trouve pas non plus flamboyant. Loin de là, je pense que ça a été un des combattants les plus surcotés. D'ailleurs, on avait fait un classement des mecs surcotés. Pour moi, Ned Diaz, il est dedans. Hein. Ned Diaz, c'est vraiment sur des... Alors oui, ça reste un très bon combattant. Mais loin de l'aura qu'il a actuellement, tu vois. C'est plus son trash talk, justement, qui lui a apporté ça et son côté gangsta qui a fait que. Mais sur ses performances, voilà, ça reste un combattant, un bon combattant, mais qui n'a pas un niveau champion, loin de là. Mais encore une fois, alors déjà, quand tu parlais de la promo des combats, je suis d'accord. Hein, tu sais, le truc de jet de bouteille, embrouille, bagarre générale, tu sais, à chaque combat, parce qu'il faut cocher ces cases-là et que bon, au bout d'un moment, c'est bon, tu l'as vu une fois, tu l'as vu deux fois, tu l'as vu 100 fois, tu sais déjà ce qui va arriver. Une fois, tu y crois, donc ça hype le combat. Tu dis, il y a une vraie rivalité, etc.
Et puis quand c'est avec tout le monde, tu dis, ah, mais ok, le mec, c'est du catch. C'est ça. Et comme je disais, en fait, j'ai l'impression que c'est un combattant à contre-courant et à contre-temps de ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, on parlait tout à l'heure des profils, des différents profils à l'époque. C'était des profils où ça collait. Tu vois, de voir un des frères Diaz qui se met à coucher dans une cage, à faire des doigts d'honneur en plein combat et tout ça, ça collait à l'époque. Aujourd'hui, ça colle plus. Enfin, tu vois, Ça reste t'as de moins en bloqué. moins de personnes qui rentrent dans ce jeu-là. Tu vois, avant, ça rentrait un peu dans le jeu. Alors, il y a toujours des oppositions, il y a toujours du trash talk, il y a toujours, tu vois, des combattants qui vont se vanner dans la cage ou ce genre de choses. Mais c'est plus aussi freak show qu'avant, tu vois. À Ouais. l'époque, c'était un peu plus freak. Et lui, il est resté dans cette Il est époque freak resté show. bloqué. Ouais. Ouais. Tu sais, quand je le vois, je l'imagine avec une casquette TN et une sacoche Lacoste. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce mec-là, tu vois. Ah ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Les frères Diaz. Non, mais bon, on est habitué maintenant. Voilà, ça parle. On sait très bien que ça va jamais combattre pour le titre, de toute façon. Il se ferait rouler dessus. Dans tous les cas, il se ferait rouler dessus parce que quand tu regardes ses dernières performances, son dernier combat c'était en 2022. Alors c'est une victoire, oui, mais contre Tony Ferguson, Oui, que ça a vraiment de la valeur. Et puis en dessous, il avait perdu contre Edwards et Masvidal, tu vois. oui. Et quand tu vois là, Belal, Edwards, Shavkat, Kamaru, Jack Della Maddalena, Sean Brady, Buckley, Yann Gary, je ne Ça vois pas passe passer avec un seul personne, de hein. ces profils. Je ne Non. vois pas passer un seul de ces profils. Et il Alors ferait oui, pas hein, c'est mal. pas une caté spectacle, hein, ça c'est sûr, hein, mais c'est un bourbier. C'est une caté bourbier. Ouais. Non, non, il n'y a aucun intérêt. Non. Ouais. Ouais. Non, et toi, tu vois, Intervention. tu le Hein? vois avec sa casquette et sa sacoche Lacoste, tu vois. Moi, en fait, à chaque fois que je le vois, tu sais, c'est limite, tu sais, on parlait des sponsors et on en reparlera après avec la boxe, tu vois, mais aujourd'hui, tout le monde est en Venom, avant, tout le monde était en Reebok et tout ça, tu vois. Et encore avant, en fait, chacun mettait les shorts qu'il voulait. T'avais toutes les marques possibles, inimaginables, qui étaient Cage Warrior, enfin, tu sais, enfin, Warrior plutôt, je dis Cage Warrior, Warrior, Vitamines et Minérales, tu vois, chacun avait sa marque, tu vois. Et ben lui, à chaque fois que je le vois, je te jure, c'est limite, même si je le vois en Venom, dans mon esprit, il a un short à l'ancienne. Tu vois, une casquette à l'ancienne, un short, tu sais, les entrées de l'époque. Tu sais, quand je le vois avec sa casquette à l'envers, en fait, j'imagine avec une casquette Bad Boy, un short Les casquettes Warrior, tap out. tap out, tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à l'imaginer autrement que comme ça pour te dire à quel point je le vois old school, tu vois. Old school, c'est vraiment ça. Il est à contre-courant, il est old school. C'est comme ça. C'est fou. De toute façon, il le dit, hein, ça fait un moment qu'il parle de revenir à l'UFC, mais je crois même que l'UFC, de toute façon, je crois Non, qu'ils non, ne non, veulent non, plus. c'est autre chose. Donc, parce que même son frère, en vrai, tu vois, les profils qui étaient en capacité de l'affronter, déjà là, il a encore fait faux bond sur son dernier fight, mais même les profils, tu vois, qui étaient intéressants, tu vois, comme quand il a affronté Robbie Lawler. Quand je dis intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont partagé une époque. Donc tu te Ouais, dis, c'est un peu le GFL, tu vois ce que je veux dire? Le GFL à l'UFC. Mais ces profils-là, ils disparaissent les uns après les autres. Donc en fait, finalement, revoir revenir ces personnes-là, tu vois, t'as plus Masvidal. T'as plus, tu vois, tous ces profils-là, en fait, ils sont plus là. Un Masvidal non, qui reviendrait pour combattre contre Edwards, contre Diaz une fois. Mais en vrai, de non, vrai, une fois que t'as fait l'UFC ça, après, c'est fonctionne pas comme fini. ça. L'UFC fonctionne pas comme ça déjà. Eh oui. Et puis tous ces profils-là dont tu parles, c'est des mecs qui sont restés quand même actifs. Ouais, donc Oui, tu vois, quand il affronte Robbie Lawler, Nick Diaz, il sort de retraite de je sais pas combien de temps. Il n'y a pas il n'y a match. pas match. Eh oui. Parce que même Non, si faut qu'il Lawler, aille au GFL. même si Lawler est en descente, ça reste un Lawler qui est resté très actif, à haut niveau, tu vois. Donc oui, oui, à la limite, va au GFL. Ouais. C'est pour ça que je te dis, cette ligue, elle a son importance, elle a son utilité. Le GFL a son importance et son utilité. Vraiment, pour le coup, pour des profils comme ça, tu vois. Ouais, faisons du freak show. Retrouvons des fights qu'on a voulu voir, qu'on a vu ou qu'on veut revoir, tu vois, mais dans autre part qu'à l'UFC, quoi. Vraiment. Parce que même en Ouais, anglaise, en vrai, ça y est, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as affronté Masvidal, t'as affronté Paul, Jack Paul, ça y est, c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire. De toute façon, ouais, c'est bon. Ça y est. Arrêtons-nous là. Bref, plus sérieux, plus sympa. Pas Mondes,
après sa victoire contre Turner par triangle round 1 à l'UFC 313, fait un petit call-out. Et il voudrait BSD. Donc BSD qui est classé, enfin lui il est classé 15, il est rentré 15e après sa victoire. BSD est classé 13, ça se tient. Et il dit j'aime bien Saint-Denis. J'aime bien ce combat pour moi, pardon. Je pense que c'est un très beau combat, aussi bien pour la division que pour l'organisation. Ce serait un duel incroyable, moi face à lui. Et s'ils veulent le faire en France, je serais plus qu'heureux d'aller combattre là-bas. Donc, écoute, moi je préfère ça à Alvarez, ça c'est sûr. Je trouve que c'est un combat qui a du sens d'un point de vue classement, d'un point de vue style, d'un point de vue hype, parce que bah, Mendes c'est une petite hype qui monte et tout ça. Donc, écoute, ouais, moi j'aime bien. Ouais, ouais, je suis d'accord. Franchement, ça. Bah déjà, c'est un mec classé. Ça, c'est toujours mieux de battre un mec classé. Parce que Alvarez, c'est un bourbier, mais il n'est pas classé. Et comme tu dis, même je le trouve moins dangereux. Donc oui, oui, il y a clairement match, largement même. Tout dépend de comment revient BSD de ces deux défaites. Hum. Et je pense on nous aurait parlé de ce combat avant les deux défaites de BSD. Clairement, tout le monde le voyait lui rouler dessus, tu vois. Oui, Il n'y avait même pas de doute, en fait. Là, maintenant, il y a du doute parce qu'il est sur une mauvaise pente. Mais avant ça, il n'y aurait même pas eu match contre Bahamondes, dans la tête des gens. Je dis pas dans dans la la tête des cage, gens, hein. je suis d'accord. On n'est pas dans Hum. la cage, mais dans l'esprit des gens, il n'y aurait pas eu match. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en tout cas, je vois la logique pour Bahamondes, hein, qui voit en BSD sûrement quelqu'un sur la pente un peu descendante, une place pour monter légèrement au classement, tu vois, de prendre 2 places supplémentaires, tu vois, petit à petit, construire sa montée gentiment. Là, en plus, il sort d'une victoire par soumission, donc il doit se dire qu'il est chaud au sol. Pourquoi pas? Il peut le penser. C'est un physique, par contre, niveau physique, avec son allonge, avec sa taille et tout ça, c'est vrai que c'est un gros plus pour lui, mais je pense que ça peut être géré par BSD. Écoute, moi, de toute façon, Turner, dans la logique, Turner pour BSD, c'était un combat que tu vois, potentiellement, j'aurais bien vu pour son retour. Tu vois, ça fait partie des combattants dans la shortlist où je me dis, ouais, ça se tient et c'est pas mal pour revenir. Tu vois, un combattant qui est pas excellent au sol, qui a de la boxe, mais qui peut être géré, qui a pas une lutte de fou, tu le luttes en centre-cage, c'est sympa. Bah, Mendes, c'est un peu différent, tu vois, mais c'est un style qui est très agressif, qui est très agressif. Déjà, on sait que ça va faire un gros combat, qu'effectivement, ça va être un combat qui sent tu sais, ça sent la prime. Ça sent la prime Fight of the Night ou Performance of the Night, c'est possible. Donc, c'est intéressant. Maintenant que ça se fasse à Paris, écoute, ça n'a pas l'air d'être un objectif de la part du camp BSD, tu vois, Nicolas Haute et tout ça, de combattre à Paris pour un retour. Il voulait Mais combattre avant, bon, je crois. vous voulez combattre avant. Si ça se fait avant, c'est bien. Si ça se fait à Paris, écoute, si ça se fait à Paris, je préfère avoir un Bahamondes que d'avoir peut-être un autre profil plus compliqué, tu vois. Ouais, non, si Mais, ça se fait à euh, Paris, on prend. mais on prend quand même. De toute façon, ils le disent, hein, ils n'ont pas le choix non plus, ils vont prendre ce qu'on leur propose. Mais si l'UFC nous gratifie de ce fight, écoute, moi, je suis pas contre. Je suis pas contre. Ouais, après, c'est possible qu'il reste sur l'UFC Paris parce que finalement, quand tu regardes en tout cas les grosses stars françaises, elles sont tous plus ou moins bookées. Je les vois, et en fait, là, je les vois pas combattre à Paris. Tu as un Assourdine qui est en attente d'un title shot, donc potentiellement, il va pas recombattre jusque-là. Tu as Manon qui est booké sur le combat pour le titre. Cyril Gann, on ne sait Et pas encore. Cyril Gane, visiblement, il tease un retour bientôt. Tu vois, Ouais, donc après, contre qui, contre quoi, contre comment, je ne sais pas. voilà, on ne Mais sait il pas. tease un retour bientôt. Donc tu vois, Manon, de toute façon, Manon, si elle gagne la ceinture, si ouais, elle c'est gagne pas la mort. ceinture, si elle gagne pas la ceinture là, franchement, si elle peut combattre à Paris, si elle perd, ce que je souhaite Si elle pas, perd. Si elle gagne, c'est voilà. mort. Elle va pas défendre sa Si elle gagne, ceinture à c'est un Paris. numéroté. C'est un numéro Ça, T. faudrait que ce soit numéroté. Donc, tu as besoin quand même de garder une star de côté pour mettre en main event de l'UFC Paris. De tout le roster qu'il y a là actuellement, la plus grosse star, ça reste Benoît Saint-Denis. Ça reste Benoît Saint-Denis, effectivement, parce que Taylor, là, bah, pour l'instant, il est toujours pas re-signé de toute Ah, façon Taylor, dans il a, les il a négociations et signé au tout PFL, ça. hein, apparemment. C'est pas fait. C'est pas Non, fait? c'est pas fait. Ok. C'est pas fait. Non, je sais que les maîtres fumiers l'ont Ouais. dit, je crois, mais je le sais, c'est pas encore fait.
Donc voilà, il y a rien de déterminé encore. Dans tous les cas, tu mets pas Taylor en main event, même si il re-signe à l'UFC. Non, on le met pas en. Non, mais en main card. Tu vois, tu peux le Non, mettre non, en mais main moi, card, je te mais tu parle le de mets pas main en main event. event. Oui, Moi, oui, du main je event. te parle juste de main event. Le Ouais, seul, là, des c'est. noms Bah, non, de qu'on toute a façon, cités, c'est que lui. c'est que lui. Parce que même Morgan, tu peux pas le mettre en main event encore. Ça dépend. Ça dépend ce qu'il fait là contre Wood. Tu sais, si vraiment. Parce que Morgan, il a ça en plus des autres, c'est qu'il a une communauté de ouf derrière. Tu vois, il est suivi, il fait du spectacle et tout ça. Tu sais, tu peux le. Alors, ça serait le propulser de ouf, hein. Mais tu peux lui donner une possibilité de faire un main event. Mais encore, c'est son classement qui pourrait poser problème. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais bon, tu sais, on sait pas de quoi demain est fait, hein, tu sais. Mais oui, parce que s'il rentre dans le top 15, je dis une connerie, je sais pas, enfin, tu vois, potentiellement, il pourrait faire rentrer Morgan dans le top 15 hein, s'il fait une grosse perf. Je sais pas où ça en est, tu vois. Je sais pas. Après, dans sa caté, non, je te dis ça, j'en sais rien. Je sais pas comment ça peut s'organiser, tu vois. D'ici là, qui sera encore là, qui va descendre, qui va monter. Regarde, on a vu BSD bouger dans le classement sans combattre. On a vu une Nora monter au classement sans combattre. Donc, tout est possible aussi, tu sais, avec ces histoires de classement, tu vois. Un petit tour de magie, et puis un Morgan, s'ils ont besoin, il pourrait monter, tu vois. On sait jamais, tu vois, on sait jamais. Il pourrait être en bas d'un top 15. Et là, dans ce cas-là, ça se justifie un petit peu plus. Donc, mais bon, Nora aussi, elle va combattre là, peut-être. Enfin, non, j'ai du mal à la voir en main event aussi. Enfin, ouais, en main event. Ça serait compliqué, Non. même si elle Non. gagne. Oui, donc. Non. Non, ouais, c'est vrai qu'il reste que lui. C'est vrai qu'il reste que lui, donc je pense ils vont le garder sous le coude pour l'UFC Paris. Ils vont pas prendre le risque. Ouais, parce que si en plus tu sais que c'est un combattant qui prend pas mal de dégâts sur ses combats, ça reste un risque si tu le fais combattre avant et que tu comptes sur lui pour être main event de l'UFC Paris. Gann aussi, potentiellement. Tu vois, Ouais, s'ils le font bien combattre là sûr. rapidement, et que, parce que, regarde, si on repart sur le côté Jones, tu sais, Madison Square Garden contre Aspinall, ça veut dire qu'il n'y a pas de chance au titre pour Gann tout de suite. Donc ça veut dire que ça serait octobre ou novembre, on ne sait plus exactement. Septembre, c'est l'UFC Paris. Tu vois, tu fais combattre Gann maintenant, tu le refais combattre à l'UFC Paris s'il est sûr de victoire, ça légitime encore plus Ouais, le fait que le prochain soit Gann. Tu vois. Donc potentiellement, tu peux mettre Gann en main event si mais de l'UFC clairement. Paris. C'est possible. C'est Ouais. possible. C'est pour ça que Donc, coupe de gamme, quoi. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Mais s'il est disponible, oui, je pense que c'est lui le main event. ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc bon, écoute, on verra. Mais ce call-out de Bahamondes, je pense il est salvateur. Tu vois, si ça venait à aboutir, tu vois, ça pourrait être sympa. Pour un retour Ouais, intelligent et cohérent, tu vois, ça peut être salvateur. ouais, je suis d'accord. Donc, Après, voilà. si l'UFC veut rester sur Alvarez et que c'était booké déjà dans leur tête, ils peuvent très bien rester sur Alvarez et s'ils passent Alvarez, enchaîner Bahamondes à Paris. C'est possible, mais le problème aussi, tu vois, quand on parlait des risques de l'UFC pour cette carte de Paris, après, tu sais, c'est pas dit que le main event soit aussi fait par un Français aussi, hein. Bon, parce que tu sais, on est là en train de se chercher un Français, mais c'est pas dit que ça soit un Français qui soit au main event. Mais bon, s'il passe pas Alvarez, le problème c'est que là, il sort sûrement du top 15. Et là, dans ce cas-là, tu le mets plus en main event. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, donc c'est un risque à prendre pour l'UFC s'ils veulent un main event parisien. Maintenant, attends, c'était quoi? C'était quel combat on avait eu? Vettori contre qui en Whittaker. main event? Contre Whittaker. Il était co-main. Il était comme main. Oui, c'était Gann qui était main. C'était Ouais. Gann le main event. Ouais, mais tu peux mettre, je pense que tu peux mettre un main event autre qu'un Ah, français. je sais pas. Aujourd'hui, je pense. À l'époque, peut-être pas. Aujourd'hui, je pense que tu Ah, peux le faire. honnêtement, je suis pas sûr. Je pense que tu vends quand même moins de place. Je sais pas. Ils ont compris que le public français, quand même, il était présent. Ils ont un événement par an et ils y tiennent. Ah, mais ils y tiennent Tu justement parce que mets. c'est aussi rempli de Français. Oui, mais tu peux remplir la carte de français, c'est pas un problème, tu vois. Tu peux mettre, à partir du Comain jusqu'en bas, tu peux mettre des français. Ouais, bah le combat principal, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais. Je suis pas sûr que tu peux faire un événement sans mettre de Français en main event. Ah, je sais pas. Je sais pas, écoute, je sais pas.
si tu vends une belle opposition, je pense que ça se vend tout seul, hein. Tu sais, les Français ou n'importe qui dans le monde, de voir deux grosses stars de l'UFC qui s'affrontent, quand je dis stars, entre guillemets, hein, mais tu sais, des mecs bien classés, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde veut combattre à Paris. Tu sais, il y a énormément de gens qui veulent combattre à Paris. Tu vois, tiens, on parlait de Whittaker contre Strickland. Tu mets un Whittaker Strickland à Paris en main event, les gens ils signent, hein. Ils achètent, hein. Bon, mais Strickland, jamais il viendra jamais à Paris, Strickland. Je te donne un exemple, tu vois, c'est Ouais, juste un ouais. exemple, mais tu vois, et tu mets ça en main event, les gens ils vont payer pour voir ça, hein. Je sais pas. Je sais pas. À voir. Moi, je préfère quand même voir un France en main event. Je pense que Ouais, ça a son ouais. importance. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Mais bon, je pense que plus on Et va l'UFC, avancer il et fonctionne comme ça, quand même, plus ou moins, tu vois. Quand ils vont dans un pays, ils aiment bien mettre un représentant du pays en main event. ouais, ouais. Ah, ouais, je suis d'accord. Quand tu vois, T'es d'accord, mais tu cherches un contre-exemple, hein. Mais il y en a non, mais pas. parce que j'en ai. Mais si, tu prends Dricus contre même si c'est l'Océanie, tu vois, mais en Australie, tu mets Dricus contre Adesanya, tu vois, c'est pas deux Australiens, il y a pas un Australien dans l'histoire. Alors oui, c'est l'Océanie, c'est pas loin, mais Oui, c'est mais pas un parce qu'il n'y en a Australien. pas d'Australiens. À ce moment-là, il n'y avait pas d'Australien. Oui, mais il Oui, n'y il en n'y a a pas pas du tout. d'Australien. Oui, non, c'est vrai, il n'y a pas d'Australien. Mais c'est un exemple quand même. Ça veut dire que tu peux vendre une carte quand même. Non, si, il y avait des Australiens sur la carte. Mais c'est juste qu'il Oui, n'y bien avait pas sûr, mais d'Australiens ils ne pouvaient assez pas haut affronter les classés. champions. Parce qu'en Non, mais plus, t'avais eux pas. font un combat pour la ceinture. Oui, il y a un C'est combat pour la encore ceinture. Ouais, différent, tu vois. ouais, oui, oui, ouais, ouais. Ouais, mais c'est bon, bref, on va pas passer 1000 ans là-dessus, mais je pense que ça se vend comme. Bah, dites-nous en commentaire, tiens, c'est intéressant, parce que là, on est en train de débattre comme souvent. Pour en stopper là le débat, c'est vous qui allez trancher. Dites-nous si pour vous, c'est en tant que Français, en tant que patriote, oui, messieurs, dames, si c'est important pour vous d'avoir un main event absolument français, avec un Français, ou pas, si ça vous gêne ou pas. Dites-nous ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Voilà, comme ça, le peuple parlera, c'est le référendum, c'est comme ça. Voilà, que la France vote, s'il vous plaît, au 38-32. On enchaîne avec un Français, pas Français, ça dépend pour certains, s'ils le considèrent encore comme Français. Il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent qu'il est américain, il y en a qui disent qu'il est africain, il y en a qui disent qu'il est... on s'en fout. Nous, pour nous, il le sera toujours dans notre petit cœur de Français, un combattant français. Ngannou versus Rico Verhoeven en préparation. Donc c'est Rico Verhoeven qui le dit, qui dit que c'est ciblé à 100% et que Ngannou serait OK. Donc il discute avec différentes orgas et personnes et ce combat montre de l'intérêt. Il dit qu'il serait à mi-chemin de signer justement ce contrat. Donc écoute, je trouve pas ça incohérent. Maintenant, ils n'ont pas précisé en quelle discipline, hein, que ce soit l'anglaise, le kick, le MMA, on ne sait pas encore. Donc ou peut-être des passerelles, tu sais, pour que ça se fasse, tu sais, enfin, tu sais, dans un style, puis dans l'autre, puis tu sais, comme ils avaient prévu contre Wilder, par exemple, avec un combat On en en boxe, avait parlé, un hein. combat en MMA. On en avait parlé de cette opposition déjà. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, quand tu vois qu'avec la boxe, ça a l'air d'être un peu bouché, qu'avec le MMA, ils trouvent personne, finalement, Verhoeven, c'est un peu le dernier rempart là, qui peut, enfin, le gros nom, en tout cas, qui peut être mis face à Ngannou, quoi. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, tout dépend. On n'a pas d'infos, mais tout dépend du style dans lequel ils s'affrontent, en fait. Ouais. Parce qu'un combat Si c'est un au style boxe, oui. kickboxing, pour moi, n'a aucun intérêt. Verhoeven, il est au-dessus. Ouais. Ngannou apporte du danger, forcément. Mais bon, sur le papier, Verhoeven, il doit être largement au-dessus. En MMA, c'est l'inverse, il n'y a même pas match. Mm. Donc, le seul combat plus ou moins possible, ça sera en anglaise, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, moi aussi, c'est ce que je me dis. Maintenant, le truc, c'est que Ngannou, bah, ça veut dire qu'il fera une petite machine arrière et un petit aveu de faiblesse sur le fait qu'il soit capable d'aller booker de gros combats en anglaise, tu vois, parce que là, pour le coup, c'est quelqu'un qui vient pas de l'anglaise. Donc, on sort des stars comme Joshua, comme Fury, comme Wilder, là, ou comme Usyk, tu vois. Là, on est vraiment
sur un combat d'anglaise entre deux personnes qui ne sont pas de l'anglaise, finalement. Ouais, Alors, si, Rico Verhoeven, il a déjà combattu en anglaise. D'ailleurs, je crois qu'il est aussi invaincu en anglaise, si je me trompe pas. J'ai pas été revérifié, mais je crois qu'il a fait un ou deux combats et qu'il a gagné ces deux combats. Mais pas au plus haut niveau, tu vois. Donc là, c'est un petit retour en arrière. C'est une petite défaite. Ou alors tu le prends en kick. Finalement, ouais. En fait, en y pensant bien, il y a quand même match en kick, tu vois. Parce qu'Ngannou, finalement, les jambes, il sait plus ou moins gérer, parce qu'il est habitué en MMA à prendre des jambes. Il a une puissance qui fait qu'il y a toujours match, finalement. Ouais. On a vu ce que ça donnait à un Overeem qui fait la transition et qui va au K1, tu vois. Alors oui, c'était pas la meilleure époque du K1, mais il a réussi à briller quand même. Alors il était chargé comme une mule, évidemment. Mais la force physique d'Ngannou, ça peut faire la différence sur un combat. Tu sais, avec une bonne anglaise en kick, si tu sais plus ou moins gérer, ne serait-ce que les low kicks. On l'a vu, hein, au K1, il y a plein d'exemples de mecs avec une très bonne anglaise qui ont appris à gérer les kicks. Tu peux quand même t'en sortir. Et je pense que le niveau d'anglaise d'Ngannou, après toutes les prépas et les moyens qu'il a mis dedans, il est même plus approuvé. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, effectivement, ça peut se gérer. Bon, maintenant, on est avec un Rico Verhoeven, avec ce qui se fait de mieux au monde, dans la KT, On est du d'accord. kick. On est Tu vois. d'accord. On est d'accord. Et puis le kick, c'est pas ce qui vend le plus non plus, hein. Ouais. Non, financièrement, je pense que c'est dur de générer des grosses sommes avec un combat de kick. Mais est-ce que tu peux générer une grosse somme en anglaise contre Verhoeven? Ah, je suis Tu pas peux sûr. générer une grosse somme contre Wilder, tu vois, contre Fury, mais pas contre Verhoeven. Ouais, je suis pas sûr, ouais. Finalement, là où il gagnerait le plus d'argent, ce serait en MMA, avec son contrat au PFL qui déjà lui garantit une grosse somme d'argent, qui garantit Ouais. aussi une grosse somme d'argent à son adversaire, parce que c'est ce qu'il y avait dans la clause de son contrat. Mhm. 1 ou 2 millions, je sais plus, ouais, 2 millions, je Bah ouais, crois. donc finalement, c'est là qu'il y aurait le plus d'intérêt pour lui financièrement. Maintenant, sportivement, ça sert à rien. Bah après, moi, ce qui me fait peur, là, parce que si c'était MMA, ça serait le PFL, tu vois. Là, quand il dit on discute avec les différentes orgas, à moins que, ah oui, non, à moins que ça soit, oui, Le Glory et enfin, comme, le oui, PFL, entre le Glory et le PFL pour se mettre d'accord sur quelque chose. Oui, non, oui, ça serait plus dans ce sens-là, oui, t'as raison. Donc ouais, ouais. Donc je sais pas. Mais en tout cas, bon, écoute, moi ça me va, hein. Tu sais, de voir Ngannou encore une fois aller titiller ce qui se fait de mieux. Alors tu vois, là pour le coup, effectivement, j'aimerais que ça se fasse en kickboxing pour que lui aille titiller ce qui se fait de mieux dans la discipline, tu vois vraiment de la personne. C'est le côté sportif qui m'attire là dans ce côté dans ce fight là, tu vois. Et pourquoi pas effectivement un combat en kick et un combat en MMA, ouais. Ouais, ouais, tu vois, ouais, pour équilibrer les choses. ouais. Écoute, moi je trouve le combat moins dangereux de prendre Verhoeven en kick, même si c'est ce qui se fait de mieux, comme tu dis, que d'affronter le gratin mondial de la boxe anglaise, tu vois. Et pourtant, il l'a fait contre Fury d'une très bonne manière. Contre Joshua, c'est pas passé. Et je pense qu'une prépa adaptée pour affronter Verhoeven, c'est plus simple qu'une prépa pour titiller vraiment le gratin mondial de l'anglaise. Il a déjà des armes. Ouais, Il a déjà des armes pour rivaliser en kick. je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça. Écoutez, moi bon, on va pas passer 1000 ans là-dessus, mais effectivement, en tout cas, c'est ce qui se fait de mieux. Mais enfin, c'est ce que je préfère aussi, pour les mêmes raisons que toi. Maintenant, je te dis, ça sent quand même le côté poussif de la fin de carrière d'Ngannou où on voit les limites, hein. Moi, c'est surtout ça en fait qui me parle dans ce truc-là. C'est-à-dire que effectivement, ce combat m'intéresse, mais je sens qu'il va pas rester 1000 ans. Le problème, c'est que en fait, le PFL perd son immense star s'il se met à la retraite après derrière. Et comme ils n'ont pas de quoi le booker sur différents combats, bah, c'est qu'il de toute façon il va finir par s'arrêter. Et ouais, c'est un pari. Ça aurait été un pari court et peu lucratif et peu rentable pour le PFL quand même, hein. Parce que là, je pense qu'après Rico Verhoeven, s'il trouve pas d'autres adversaires, quels qu'ils soient, quelle que soit la discipline, peut-être que s'il gagne contre Verhoeven en kick, tu vois, ça peut peut-être relancer une idée de combat en boxe anglaise. Tu vois, pourquoi pas.
Mais bon, ça reste. S'il perd en kick contre Rico Verhoeven, même en anglaise, tu sais, je pense que ça frappe shit encore plus, quoi. Ouais. Il gagnera en MMA. Ça prouvera encore une fois que le MMA, c'est sa discipline et qu'il il est intestable en MMA. Mais bon, pour la boxe, ça fermera encore quelques portes. Ouais, je suis d'accord. Donc bon, d'ailleurs, enchaînons avec la boxe et notre dernier sujet, parce qu'il est sorti là, il est sorti hier, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, c'est hier, ou cette nuit, je sais pas moi. Mais les salaires de la boxe ce matin, les salaires de la boxe anglaise, sauce UFC, ont été dévoilés. Donc, on sait que Turki, Alachik, TKO et The Ring ont signé un contrat pour créer la ligue, la big league de boxe anglaise, pour remettre de l'ordre dans tout ça, pour avoir un vrai classement, pour avoir tous les champions qui s'affronteront entre eux, qu'il n'y ait plus de différentes ceintures, tatati, tatala, vatati, ils nous ont sorti leur flûte. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont calquer le modèle de l'UFC sur la boxe anglaise. Et le premier paramètre, là, bah, ça va être le salaire. Et le salaire, effectivement, on est sur des salaires, allez, peut-être un peu plus élevés que. Et encore, attends. Ouais, si un peu plus élevé que sur un début de carrière, sur un début de contrat à l'UFC pour les combattants de MMA, mais ça va pas chercher bien loin. Ils nous disent 20 000 $ pour un combat de 10 rounds pour un combattant non classé. 50 000 $ pour un combattant classé de la 5e à la 10e place. 125 000 pour les combattants classés de la 3e à la 4e place. 375 000 $ pour un combat pour le titre. Et 750 000 $ pour une défense de titre. Alors là où j'ai un petit problème, c'est que tu vois, ils disent 3e, 4e place, mais en fait, tu as un trou dans la raquette entre finalement le 3e et le combat pour le titre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que pour moi, ça serait à partir de la 4e jusqu'au combat pour le titre, je pense que c'est 125 000 $ et après 375 000 $ pour faire le titre et 750 000 $ quand tu es champion et que tu défends ton titre. Alors j'ai été voir sur Twitter. J'ai regardé, je suis allé tout de suite sur le Twitter d'Alex Herbinet parce que j'ai pas eu le temps de discuter avec lui encore, mais je sais qu'il sortira forcément, il fera un update dans son émission, ou sinon j'en parlerai avec lui. Mais j'ai vu qu'il y avait eu un débat entre Sacha de Winamax et justement de RMC sur Twitter et Alex Herbinet. Donc il lui pose la question, Sacha, si pour des petits boxeurs ça reste intéressant ou si c'est sous-payé. Donc Alex, très honnête, dit que pour le mid-level, donc les combattants moyens, et peut-être même jusqu'au top 15 actuel, c'est intéressant. C'est intéressant parce que mieux payé que ce qu'ils ne sont à partir de ce moment-là. Par contre, il dit ça veut dire que que tu peux pas éclater le plafond de verre. Exemple, Suras, quand il a battu Monguia, qui là va combattre pour un salaire bien plus élevé que ce qu'il avait à l'origine. Il dit pour eux, en fait, si tu deviens une star, attends, qu'est-ce qu'il dit? Si tu deviens une star, tant que tu es avec eux, en fait, tu vas plus éclater le plafond de verre. Il y a quelqu'un qui lui pose la question si c'est la bourse complète ou s'il y aura tu vois, ou si c'est juste une prime comme ça. Et en fait, d'après ce qu'il disait c'est la bourse complète dans la ligue fermée TKO. Turquie veut continuer à bosser avec d'autres promoteurs pour l'instant, mais en dehors de ce cadre TKO Boxing. Donc de ce que je comprends, en fait, effectivement, de ce que j'avais vu et ce que j'ai lu sur d'autres trucs, c'est que l'idée, c'est pour Turquie, c'est de continuer à travailler avec d'autres promoteurs, mais de les assécher au fur et à mesure pour que finalement, ils aient plus les moyens financiers et l'assise financière pour pouvoir rester au contact de TKO Boxing, qui après prendra le lead complet quand la première génération, finalement, sera passée, celle qui n'acceptera jamais ces salaires-là, dès qu'ils auront fait leur carrière et qu'ils seront partis. Donc la deuxième génération sera limite obligée, parce que les moyens financiers seront du côté de TKO Boxing, de rentrer dans cette organisation-là. Et c'est là où, dans un deuxième temps, fini. Il faudrait que tu combattes pour ces salaires qui sont dérisoires, en fait, finalement. Alors, pas en début de carrière, et encore, on ne sait pas comment ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre, parce que là, pour l'instant, ils mettent des salaires un peu plus élevés, mais qui nous dit qu'une fois qu'ils auront le monopole de la boxe, ils ne viennent pas à un 10+10 ou un 12+12 comme pour le MMA? Qu'est-ce qui justifierait que ça soit un peu plus élevé à la boxe plutôt que dans le MMA? Mais 750 000 pour un titre, tu vois. Alors oui, il y aura sûrement des primes autres. S'ils font comme l'UFC, c'est ce que je te disais en off,
que les sponsors, finalement, soient les sponsors du TKO Boxing et que tu n'aies plus tes propres sponsors, bah, tu vas te retrouver à toucher les 5, 10, 15, 20, 30 000 euros de sponsors, mais qui sont dérisoires par rapport à ce que tu peux toucher aujourd'hui avec d'autres sponsors. Tu auras peut-être quelques primes. Est-ce qu'il y aura du pay-per-view? Oui, non. Tu vois, quand on sait que là, le pay-per-view est en train de mourir avec l'UFC, là, il y a des bruits qui disent que, comme quoi, ça sera Netflix qui va récupérer le bébé. Donc, il y aura peut-être potentiellement plus de pay-per-view. C'est quand même un coup de massue pour les boxeurs, future génération, futurs champions, avec ce nouveau système, quoi. Ouais, ouais. Bon, après, je vais pas te dire différemment de la dernière fois, hein. Pour moi, je pense qu'il y aura toujours une alternative. Donc, bon, c'est pas quelque chose qui m'inquiète plus que ça. Je sais pas, Eddie Hearn prend sa retraite. Tu sais, il y a plein de promoteurs là qui sont sur la fin là. Enfin, tu sais, qui visiblement, en tout cas, il y a quand même des promoteurs là qui sont sur le point de s'arrêter, de ce que j'ai vu vite fait du coin de l'œil. Et donc, si les grosses promotions éteignent la lumière, quoi, il restera plus qu'eux. Il restera plus qu'eux. Alors, il y aura peut-être d'autres promotions qui vont se mettre en place après, par la suite, mais qui n'auront pas l'assise financière de l'UFC et de Turquie à Aïchik, tu vois. Ouais, je sais pas. Maintenant, il prend sa retraite, mais est-ce que sa société ferme? Est-ce que, tu vois, Ernst prend sa retraite, mais sa production peut continuer, tu vois? Sa société de production peut continuer. J'y crois pas. C'est lui la figure de proue, tu vois. Je sais pas. Je suis pas assez compétent pour le dire, mais je pense que s'il s'en va maintenant, c'est quand même marrant qu'il fasse cette annonce-là. Alors, il est beaucoup, je crois, enfin, tu sais, il disait que c'était un monde de requins, qu'il fallait dormir que d'un œil, qu'il fallait vivre jour et nuit. Il allait voir si Dana White avait les épaules pour tenir. Mais c'est quand même marrant qu'il décide de tirer le rideau au moment où il y a cette signature-là. Tu vois, c'est quand même un aveu d'une certaine manière, tu vois, sur le fait que le game est plié, tu vois. Ouais. Toi, tu me parlais d'Embili, là, qui a combattu. Vas-y, redis-moi, tu me disais. Ouais, alors attends, je trouve ça. C'est la page box au menu de Facebook. Tu vois, une page qui suit vraiment l'actualité de la boxe et qui publie dessus. Il a partagé quelques salaires actuels, tu vois. Par exemple, Christian Mbili, qui est classé numéro 1, il me semble, WBC. Sur son dernier Mhm. combat, il a pris 350 000. Ok. Bah là, il prendrait 125. C'est ce qu'on disait en off, enfin, je redis ce qu'on a dit tout à Ouais, l'heure, on refait le débat qu'on avait fait en amont. Mais quand tu vois que en fait 375 000 c'est pour un combat pour le titre, en fait même si tu es classé 1, pour moi, tu sais, quand ils disent 3 et 4e, c'est pour pas faire peur, mais je pense que c'est du 4e à la première place, en fait, jusqu'à ce que tu combats pour le titre, finalement il va perdre 50% de son salaire. ouais, S'il est chez TKO, hein. ouais, ouais. Après, Mbili, pour l'instant, lui, il n'est pas encore dans ce truc-là. Mais tu vois, un boxeur du calibre d'Mbili dans quelques années, il prendra la moitié de son salaire. Du salaire qu'il avait aujourd'hui, quoi. Oui, mais oui, oui, clairement. Mais encore une fois, tu vois, on va se répéter, hein. Mais pour moi, il a le choix d'y aller ou pas. C'est pas le public visé. Comme on l'a dit, c'est les mecs qui sont en place actuellement, c'est pas le public visé. Oui, non, on est toujours en train de remettre une temporalité qui est sur du long terme, hein. C'est Ouais, bien vraiment, sûr. on parle de la suite, hein. On parle du fait de gagner ta vie correctement. Enfin, finalement, la boxe, c'est un des sports, peut-être même le seul sport de combat où tu gagnais la boxe anglaise, où tu gagnais ta vie correctement. Alors quand je dis correctement, tout est relatif. Non mais parce que tu vas me dire oui, attends, avec 300 000, t'en fais des choses. Ok, d'accord. Mais tu Non, sais que non, la mais carrière non, elle est non, non, ah courte. non, je parle même pas de ça, hein. Quand tu dis correctement, on parle quand même du top mondial, 300 000, hein. On parle du top mondial. T'es champion de Je France en suis boxe, tu prends quoi? d'accord. 600 balles, 800 balles, 1000 balles? Je suis d'accord. Mais tu prends combien en MMA? C'est pareil. J'ai envie de te dire. C'est la même chose. En Champion de MMA, France en MMA, tu prends quoi? Tu prends rien du tout. Tu prends même pas 10 balles. Tu es champion de France, tu prends une médaille. non, il y a des mecs en amateur en MMA qui prennent bien plus que les champions de France de boxe anglaise, tu vois.
Oui, parce qu'aujourd'hui, l'amateur, enfin l'amateur en France, hein, Oui, pas là, forcément, je parle, pas forcément à l'étranger, hein. Oui, non, là, si on part en France, on a un peu un écosystème qui est un peu particulier et qui est un peu franco-français avec le MM amateur. Je crois que on doit être le seul pays où l'amateur est aussi rémunéré, tu vois. ouais. Donc ça compte comme ça compte pas, tu vois, ça compte pas parce que c'est un microcosme. Là, on parle sur de l'international, tu vois. Mais bon, ouais, enfin, je sais pas. Mais Dites-nous ce que vous sur en de pensez, mais l'international, même si on reste sur de l'international, je suis pas sûr que tu vis bien de l'anglaise, à moins d'être une superstar. ouais, je saurais pas dire. En Bah, fait, si je me fie à ce que dit sur Alex les salaires de Herbinet, stars. Quand on parle, si je me fie à ce que dit Alex Herbinet, au top 15 actuel, effectivement, là, ça sera peut-être un peu plus, ça sera pas mal, tu vois, ça sera peut-être un peu plus intéressant, effectivement. Mais visiblement, dès que tu dépasses le top 15, ça l'est plus. Enfin, tu vois, je pense, si Baba et Alex Herbinet, je vais les prendre comme exemple parce qu'ils suivent la boxe beaucoup plus que nous et ils ont une lecture, ils ont des clés de lecture qui sont beaucoup plus importantes que les nôtres. Si vraiment ils tirent la sonnette d'alarme en disant comme quoi c'est au détriment des boxeurs, ben, je pense que ils se basent pas que sur les célébrités. Je pense qu'ils se basent sur ouais, ce qui se passe à partir du top 15. Effectivement, c'est comme pour tout. Tu prends dans le foot, tu prends dans n'importe quel sport. Le mec qui démarre, il va pas gagner la même chose que Messi en foot. Tu vois, il va pas gagner la même chose que Messi ou Ronaldo. Donc on est d'accord. Effectivement, il faut voir le salaire des gros stars. Mais je pense que dans le top 15, un combattant de boxe gagne mieux sa vie qu'un combattant de MMA, par exemple. Aujourd'hui, avant la signature. Un combattant du top 10 en boxe gagne mieux sa vie peut-être qu'un combattant du top 10 MMA. je sais pas. Pas te dire n'importe quoi, j'en sais rien. Ouais. Après, si tu prends l'exemple de Mbili, tu vois, qui me dit que là, c'est un qui gagne 350, ouais, ça correspond à peu près au salaire des champions UFC. Enfin, pas des champions UFC, mais des classés UFC, tu vois. Oui, on est sur ça. On est sur. Ouais, on est à peu près sur ça. Ouais. Donc, je pense qu'il n'y a pas une différence de fou, tu vois. C'est pour les champions aussi. Enfin, pour les stars aussi. Ouais, voilà, pour les stars. Ouais, En mais fait, on est attends, faussé par ça, tu vois. On est faussé par quand on voit les salaires des Fury, des Usyk, des Canelo. pas que je pense, parce que tu vois, Suras, tu vois, s'il prend l'exemple de Suras, c'est que ça doit être parlant, c'est qu'il doit savoir à peu près la bourse qu'il va prendre. Et Suras, tu vois, qui est pas champion, hein, tu vois, là, il prend, enfin, tu vois, là, visiblement, quand il va réaffronter Mongolia, je crois que ça joue à plusieurs millions, tu vois. Mais ce qui est logique, parce que là, c'est. Comme tu parles en contrat en boxe anglaise sur le premier contrat, s'il prenait peut-être 2% des recettes, et ben là, forcément, c'est lui qui est en position de force. Son Hmm. adversaire est obligé d'accepter. Donc, automatiquement, ça se rééquilibre. Et peut-être qu'il prend 50-50 maintenant. Donc, oui, tu Oui, passes du tout certes. au tout. Et oui, Non, mais d'accord. avec ce Sauf à système-là, l'UFC, ça n'existe pas. Ça voilà, n'existe pas. avec ce Tu verras système-là, jamais un mec. Tu vois, ouais, si à l'UFC, déjà parce que en fait, un mec qui serait classé comme Mongolia, tu vois, par exemple, il y il aurait- gagnerait pas déjà des millions. ouais, Finalement, à ouais. part le champion UFC, personne ne gagne des millions dans cette histoire. Enfin, à part ceux qui combattent pour le titre. Et encore, quand on dit des millions, c'est toute proportion gardée, hein. Quand tu prends le salaire flat, tu sais, qui sont sortis, tu vois, même, parce que tu sais, on parlait d'Islam la dernière fois, les 200 000 ou 220 000 qui étaient annoncés, c'est véritablement le salaire, hein. Alors après, il y a sûrement des à côté, il y a du chocolat, il y a tout ce que tu veux, il y a du dessous de table, il y a de la prime vestiaire, il y a tout ce que tu veux. Mais en tout cas, son salaire, puisqu'il y a certains États où ils sont obligés de divulguer le salaire, son salaire, c'était 220 000. Tu sais, quand tu disais, ouais, j'y crois pas, Ah et non, en moi, fait, c'était j'y le. crois pas. Faut me trouver l'article qui atteste que c'est officiel, parce que j'y crois absolument pas. Mais si, parce que justement, j'écoutais sur plusieurs médias qui disaient je sais plus dans quel état c'était, dans certains états, l'UFC est dans l'obligation de déclarer les salaires. Donc c'était le salaire qui était sorti. C'était le vérité. Dans cet état-là, c'était le salaire qui était sorti. Alors après, il y a sûrement des à côté, Parce que ça tu a été le vois, il y a combattant sûrement le plus du. payé de la carte. Alors, ouais, Ouais. bon, alors ils se sont arrangés, c'est une magouille, tu vois. Ah, c'est une magouille, Bon, c'est mais ça, c'était c'est une son magouille. salaire. Parce que l'estimation de son salaire sur l'UFC 311, ça reste une estimation, hein. On a 2 240 000.
pour un salaire de base à 200 000. Donc tout le reste, c'est des primes. Peut-être que les primes, c'est pas imposable, je sais pas. Je sais pas. Écoute, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, c'est pas fou quand même. 2 millions, c'est pas fou quand t'es champion de l'UFC. Même ça, tu vois, tu sais, tu parles d'une estimation à 2 millions, c'est dérisoire. C'est sa combienième défense de ceinture, tu vois. 2 millions, c'est dérisoire. Ah, quand tu vis dans les montagnes daguestanaises, t'es le roi du pétrole. Et tu vois, tu vis en France ou aux États-Unis, 2 millions. Alors c'est bien, je crache pas dessus, hein, je les prends, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vois que ta carrière, elle est courte et qu'à moins de 40 ans, tu finis, c'est pas énorme. Quand tu vois les risques que tu prends, tu vois, les soucis de santé. Et quand tu sais que c'est sur ces 2 millions, de toute façon, tu n'auras pas 2 millions puisque tu vas payer tes coachs, tu vas payer ton manager, tu vas payer tes impôts, tu vas payer. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est 2 millions, mais après, derrière, t'as pas 2 millions en vrai. Ouais, oui. Après, ça reste. Si on parle que de MMA, ça reste un très beau salaire avec ce qui se fait actuellement. Je Oui, parle que du MMA. En fait, ça devient petit quand on regarde ailleurs. Mais quand tu regardes la boxe. actuellement, dans ce qui concerne le MMA, ça reste un salaire énorme. Et quand c'est pour ça que je te dis que la boxe, c'était le seul sport de combat, la boxe anglaise, où tu pouvais gagner ta vie, enfin, d'avoir des salaires qui changent complètement ta vie, quoi, véritablement. Ouais, ouais, ouais. C'est une réalité, de toute façon, tout le monde le dit. Tu sais, on Ouais, va bien pas sûr, dire comme si clairement. c'était pas vrai. On le sait, tu vois, Ngannou, il a dit qu'il a gagné en un combat plus que ce qu'il a gagné sur toute sa Bien sûr. carrière MMA. De toute façon, Donc, c'est pour ça qu'ils veulent tous faire un combat d'anglaise. Il y a eh pas. ben, on est d'accord. Donc, il y a pas de secret là-dessus. C'est pas que l'élite, et c'est parce que Ngannou, c'est pas l'élite, tu vois. Enfin, c'était pas Non, mais l'élite. Ngannou, c'est pas l'élite, mais c'est différent. Ngannou, c'est un match d'exhibition contre l'élite mondiale. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais dans le sens où c'est quand même, tu vois, il a quand même touché 5 puis 10 millions, il a touché 15 millions en 2 combats. C'est quand même pas mal, tu vois. Ce qu'il n'aurait jamais fait en MMA. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas combien il touche sur son dernier combat au PFL, mais je pense qu'il se met bien aussi, tu vois. Ouais, au PFL. Mais t'as un seul PFL. combattant. Ouais, non, mais t'as un seul combattant qui fait ça. Un seul. C'est parce que vraiment, tu vois, c'est la grosse star. Là, c'est une anomalie. En fait, on peut pas le prendre comme exemple parce que tu sais, c'est la confirmation. Mince, oh, n'importe quoi. C'est l'exception qui confirme la règle, tu vois. Et que l'exception qui confirme la règle ne change pas la règle. Ouais. Donc, bon. En tout cas, moi, quand je vois les salaires, la première des choses que je me dis, c'est pas ouf. Enfin, en tout cas, peut-être pas pour les premiers salaires, mais pour dès que tu commences à monter dans le top 5, c'est pas énorme, hein. Parce que même d'être dans le top 5 et d'être à 125 000 dollars, c'est dérisoire. C'est le C'est dérisoire. système. Bah, on se posait la question de comment ça allait s'organiser. Déjà, si ça se confirme et que c'est vraiment ça, on est sur le système UFC, avec une grille de salaire imposée. Tu vois. Mais même, c'est quoi? Je suis même pas sûr qu'il y ait ces grilles-là à l'UFC. Non, non, Tu vois ce que je veux dire? C'est. Bref. C'est pas fou. Dites-nous ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça exceptionnel. Bon, bah écoute, t'as quelque chose à rajouter sur ce sujet? non. Non? Eh ben on a fait le tour. On a fait le tour de cette semaine d'actu. C'était ma foi sympathique. Un petit mot de la fin? Est-ce qu'on a un mot de la fin? Faut que je me remémore tout le podcast. On a parlé de Diaz, on a parlé de Whittaker, on a parlé de Jones, on a parlé Ouais, si. Allez, un mot de la fin. Allez, Non. force à Morgan Charrière. Allez, c'est ça. Tout le monde en Ouais, ouais, commentaire. simple, Hein, simple. on donne de la force à Morgan Charrière comme vous voulez. Faites-le comme vous voulez, mais en tout cas, donnez de la force à Morgan Charrière au maximum. Voilà, c'est un bon mot de la fin. Je pense que c'est pas mal. En attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Laissez 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Le lien Tipeee en description, le lien aussi en description d'un Fight avec notre code Tatami10. Donc voilà, pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!